Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. T'as aujourd'hui, typiquement, tu sais, genre c'est la Bible du recrutement, hein, tu lis la méthode Who et tu sais tout faire. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Léo, comment vas-tu ? Eh bien écoute, bonjour Alexis, super bien et toi ? Ça va très bien, ça va d'autant mieux pour de vrai que je pense qu'après probablement une 50aine, si ce n'est plus d'épisodes qu'on a enregistrés en distanciel parce que Covid, parce que ceci, parce que Suisse, parce que flemme, là on est dans la même pièce, regarde, je te touche l'épaule. Ah, pourquoi tu fais ça ? Voilà, on se voit T'es en un vrai. humain donc. Oh. Je suis un vrai humain et c'est trop cool, donc moi ça me fait très plaisir, je te remercie beaucoup de venir nous voir dans le podcast du Human Factor de Yaniro, c'est un plaisir de t'avoir mon cher Léo. Eh bien écoute, je suis ravi, merci pour l'invitation et j'espère que ça va bien se passer. Mais ça va très très bien se passer, j'en suis à peu près sûr. Est-ce que je te laisserai pas te présenter ? Eh bien écoute, très bien, quel type de présentation tu veux ? J'en ai plein en stock. La présentation qui dure 3 minutes où tu passes plus de temps sur ce que tu fais maintenant que ce que tu as fait avant, mais où on sait un peu d'où tu viens quand même. Wow, c'était une longue phrase. Très bien, écoute, 3 minutes, top chrono, je suis parti. Aujourd'hui, j'ai 3 casquettes dans ma vie. La première, je forme des recruteurs et des recruteuses. Ça s'appelle le bootcamp T-Shaped Recruiter. On fait ça avec Élise Moron, qui est une chasseuse de tête extraordinaire. Qu'on salue. Salut Élise. Et du coup, on forme des gens au recrutement. On les aide à passer au niveau supérieur. Deuxième casquette, je suis consultant en recrutement. Donc là, le but, c'est des boîtes qui arrivent en mode « Hey Léo, j'ai un problème, viens m'aider ». Et je vais les aider et je les sauve et on passe à la prochaine. Et je bourdonne de boîte en boîte en aidant différentes boîtes. J'ai eu comme client, tu vois, Assess First, Le Wagon récemment, par exemple, c'était très drôle de travailler avec Anne-Sophie, qu'on salue aussi. Salut Anne-Sophie. Et ma troisième casquette, je suis président d'une asso qui s'appelle Bluetopia, qui n'a rien à voir avec le recrutement du tout. Et là, le but, c'est aider les citoyens et les citoyennes à prendre conscience du lien entre alimentation et océan. Voilà mes 3 vies aujourd'hui. Et avant ça, parce que tu voulais un petit peu un passé, moi j'ai commencé mes études de droit et je suis passé en RH. Puis j'ai fait du recrutement parce que j'aimais un peu moins les RH par rapport au recrutement. Et ouais, j'ai fait 6 ans que je fais du recrutement. Et écoute, je suis très content aujourd'hui de travailler avec toi. Ça te va comme intro ? C'était mortel et ouais. Ça nous permet de passer le plus de temps sur ce qu'on va se dire aujourd'hui. Et alors, comment on pourrait décrire ce qu'on va dire ? Parce qu'on va pas vous mentir, on a bossé avec Léo. Hein. C'est pas à dire qu'on bosse pas avec les autres invités, c'est pas vrai. Mais on s'est dit, est-ce qu'on prend le risque, parce que c'est un risque, de prendre un langage qui est un peu libéré. Alors je sais pas si je rentre dans la famille ceux qui disent on peut plus rien dire aujourd'hui, mais il y a un peu de ça quand même, où le recrutement, il y a beaucoup de bien-pensance, il y a beaucoup de sujets et il y a quelques vérités, quelques bonnes pratiques qui sont peut-être considérées comme un peu plus cinglantes, un peu plus clivantes que d'autres, dont on parle assez peu. Et c'est vrai que ta casquette numéro 1, du coup, c'est une casquette d'expertise, que ce soit par la formation et par le conseil. Et donc, qui d'autre de meilleur que Léo pour peut-être partager les meilleures pratiques dont on parle le moins alors qu'on les connaît, tordre le cou à des idées reçues. Comment tu le présenterais, toi, ce qu'on va se dire aujourd'hui ? Oui, on dit n'importe quoi sur LinkedIn. Aujourd'hui, tu dois le voir, les copywriters, les ghostwriters, les quelque chose writers, il y a tous des gens qui s'inventent des nouveaux métiers et le but, c'est poster pour poster. Le but, c'est vraiment se dire, bah voilà, je fais des trucs, comme ça marchera. Je veux quoi ? Je veux du like, je veux de l'engagement, je veux des commentaires, je veux montrer que j'ai atteint mon million d'engagement en un mois. Et souvent, en fait, c'est des conseils qui sont un peu dans tous les sens. Il y a tout et rien, beaucoup de rien d'ailleurs. Et donc, le but, c'est de dire, bah, tous ces trucs un peu dans le vent comme ça, pourquoi est-ce que ça marche pas en fait ? Et donner vraiment les choses qu'on n'a pas le droit de dire aussi. Dès que tu mets un post, on te dit ok boomers, ce genre de choses, bah on va être boomers peut-être aujourd'hui ou pas, je sais pas, mais en tout cas on va dire la vraie vie. Ok, allez, c'est parti. Donc vous l'avez compris, on va s'autoriser pendant cette petite interview avec Léo à parler ce qu'on pense vraiment de pas mal de sujets sur le sujet du recrutement. Donc par quoi on commence ? C'est quoi parce que le recrutement, c'est beaucoup de choses. Il y a de la préparation, il y a les entretiens, il y a l'évaluation, il y a plein de choses. Sur quoi est-ce que toi, tu as entendu des trucs qui te hérissent le poil ? Parce que bon, dans la vraie vie, il y a des manières beaucoup plus efficaces ou beaucoup plus appropriées de traiter les choses. Par quoi on commence ? Je pense que le premier truc, clairement, c'est les gens qui se disent qu'il y a un temps pour se préparer. Tu sais, tu as cette citation que tout le monde dit d'Abraham Lincoln, que tu dois connaître. « Donnez-moi 6 heures pour couper un arbre.
barbe, je prendrais 4 heures pour couper ma hache. Ça buzz sur LinkedIn, ça. Ça buzz, tu fais une belle photo avec, tu te mets toi en photo avec une hache et là c'est bon, t'es à genre 12 000 likes. Mais non, beaucoup de gens disent qu'il faut passer beaucoup de temps à se préparer, qu'il faut avoir vraiment quelque chose de très bien, ou pire, qu'il faut vraiment être extrêmement formé quand tu fais du recrutement. Moi je pense que tout ça c'est faux. Enfin genre ça sert à rien de se préparer pour faire du recrutement. Ouais, non, mais est-ce que tu peux aller plus loin? Parce que c'est vrai qu'on s'est un peu préparé avant, donc on voit ce qu'on veut dire là-dessus, mais moi, je vais sortir du bois un petit peu là-dessus dis-moi. sur une première partie. La première, c'est que Le bois, la hache. le bois, la hache, ouais, champ lexical, on est bien. Ramenez-moi des likes. Il y a deux choses que tu as dit qui sont hyper importantes. Il y a la formation et il y a la préparation, qui sont deux formes de préparation. La formation, je pense qu'il est possible effectivement qu'on en fasse un peu trop. Sur le recrutement, qu'on surcomplexifie les choses, qu'on se prenne la tête et ce que tu disais toi-même, et c'est je pense d'ailleurs le genre de choses que tu présentes dans ta propre formation dans le bootcamp, c'est que finalement la formation c'est assez simple sur le recrutement et c'est beaucoup de bon sens et après c'est on y va quoi, c'est de la pratique. Enfin, c'est quoi les bases finalement de la préparation, le peu de choses qu'il faut faire? T'en as pas vraiment. Enfin, typiquement aujourd'hui si tu veux recruter, est-ce que tu as un besoin? Ouais. Oui, tu as un besoin et est-ce que tu as l'argent pour payer les gens? Ouais. Limite, c'est ça, grosso modo, la question que tu poses. Après, si tu veux aller plus loin, tu as aujourd'hui, typiquement, tu sais, genre, c'est la Bible du recrutement, hein, tu lis la méthode Who et tu sais tout faire. En fait, tout le reste, tout ce qu'on te dira, c'est trop, c'est des choses qui sont pas nécessaires. Aujourd'hui, tu as juste besoin de dire ça. Oui, au pire, tu me suis sur LinkedIn et puis c'est bon, t'es formé au recrutement en fait. Ouais, mais non, mais là on rentre en plein dans les 80-20 qui sont quand même une partie hyper importante de la culture startup, où c'est important de comprendre où sont les 80% et comme tu l'as dit, les 80% ça va être t'as une offre à remplir, t'as les sous pour payer la personne. Si tu veux vraiment faire du zèle, tu lis la méthode Who, tu suis une ou deux personnes, dont Léo, qui est plein de bons conseils. Et le reste, on se raconte des histoires quand même à se former dans tous les sens, non? C'est trop. Enfin, à la limite, ok, si t'as des recruteurs qui sont là depuis longtemps, tu leur fais un cadeau, tu vois. Si t'es là depuis un an, je t'offre une formation, tu la mets sur LinkedIn, t'as un petit badge, ça fait bien, content. Ça fait bien. C'est joli, tu vois. Genre, tu fais je suis content d'être certifié de telle formation. C'est joli, tu vois. Mais t'as pas besoin de ça. Surtout que la plupart des gens, tu dois le savoir, les gens qui recrutent, en fait, la majorité des gens sont pas recruteurs. C'est des gens qui dirigent des boîtes, c'est des fondateurs. Les founders recrutent très bien, ils n'ont pas besoin d'attendre d'avoir des RH pour recruter des gens. On a recruté 100 recruteurs pendant longtemps avant. Tu penses qu'il y a 200 ans, il y avait des gens qui se forment en recrutement? Bah non, juste ils avaient des jobs, c'était t'allais au port, tu vois, genre, hey, je pars pêcher des cabillots, vous venez? Ah ouais, moi je suis chaud, moi aussi. Et voilà, t'as du recrutement, c'est simple. Et selon toi, pourquoi est-ce que tout le monde se prend la tête comme ça à vouloir surcomplexifier le truc si c'est finalement si simple? Parce qu'on aime bien, je pense aussi en France, surcomplexifier les choses, tu vois, et te dire que, tu sais, des fois on fait un bac plus 5 en école de commerce, à la fin tu sais pas forcément grand chose, hein. Même quand tu vas à la fac, moi j'ai fait 4 ans de droit, je te répète te dire un seul article par cœur, alors que j'en ai appris des articles par cœur, tu vois. On a tendance en France à vouloir faire beaucoup trop pour en fait pas grand chose. Juste ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup de pratique, tu vois. Enfin, genre, limite, on pourrait dire que l'école ça sert à rien. T'apprends la vraie vie, tu l'apprends au quotidien, et donc recruter, tant que t'as pas recruté, tu sais pas recruter. Par contre, tu le fais une fois, c'est bon, tu sais faire, après tu reproduis. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est la suite, au-delà de la formation, sur la préparation. C'est marrant, j'ai entendu un mec, comment on pourrait appeler ça, c'est un peu un gourou à l'américaine, qui disait les morning routines, les machins, c'est des trucs qui t'empêchent de commencer à bosser plus tôt. Qui dit te lever à 5h du matin c'est bien, mais pourquoi est-ce que tu irais faire du yoga, de la méditation, de balader, du journaling, alors qu'en fait tu pourrais juste prendre un café et attaquer le boulot plus tôt et bosser plus. Et là c'est un peu ce que j'entends aussi, où tu dis globalement la préparation, les machins, les scorecards hyper complexes, finalement c'est peut-être une manière de procrastiner au lieu de te jeter sur le terrain et d'aller rencontrer plus de gens, quoi. Ah mais ça sert à rien, enfin, clairement ce que tu dis tu vois, c'est beaucoup de choses pour faire vendre. Imagine, prends les business books. Est-ce que tu t'es déjà baladé dans les rayons business book de la Fnac? Faut bien les vendre, t'as des gens, regarde, par exemple, Radical Candor. Ils te prennent 250 pages pour te dire, quand tu fais un feedback, faut que t'aimes la personne et que tu uses des choses cash. 250 pages pour te dire ça. 20 balles. Tout à fait, c'est exactement ça, Radical Candor. C'est pas mal, hein. Et genre, tu te dis, genre, c'est la même chose. Souvent, l'entretien structuré, je pense que ça a clairement été inventé par des recruteurs qui, du coup, savaient plus quoi faire. Ils se sont dit, tiens, je vais vendre ça à d'autres personnes. Alors que, typiquement, ce qui vaut en recrutement, on est dans une guerre des talents. Tu vois, on a dit qu'on est des guerres de toutes les choses. Aujourd'hui, tout le monde te parle de la guerre des talents, de la grande émission, tout ce que tu veux. Du coup, pour gagner la guerre, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller vite. Voilà. Du coup, ça sert à rien de passer. Si tu passes 2 semaines à faire ta scorecard, c'est pas dans le bureau que tu gagnes la guerre. Ah ben non. C'est pas en se disant, alors si on fait une réunion de kick-off pendant 1h30 pour parler de quel est notre besoin. Non, à la place, cette heure et demie, tu te sers, tu prends ton téléphone, t'appelles des gens qui connaissent des gens et boum, tu trouves des gens. C'est tout. Ça sert à rien de complexifier. Même si ça correspond pas vraiment à ton besoin et que c'est un peu. C'est pas grave. En fait, au moins, tu auras recruté la personne. Elle sera là.
efficace, hop, et tu passes à la suite. Alors, je me mets à la place de vous qui nous écoutez, qui peut vous dire, tiens, attendez quand même, ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut le prendre du côté peut-être rassurant de ça, de se dire, plutôt que de se faire des complexes de l'imposteur de partout et de se surcomplexité d'overthinker, peut-être lâcher du lest et dites-vous, voilà, j'y vais aussi comme je suis, ça sera très bien. Et c'est plutôt même un message de naturel que tu présentes aux recruteurs qui nous écoutent et aux recruteuses. Bah, surtout s'il y en a qui sont dans des startups, tu vois, on te dit souvent, tu sais, c'est la phrase que tu as adorée, je pense, le move fast, break things. Ah bah oui, bien sûr. C'est ça, le recrutement, c'est la même chose. Et en fait, si tu fais une erreur, si tu recrutes quelqu'un qui est mauvais, si tu recrutes quelqu'un qui marche pas, c'est pas grave. Si tu oublies de répondre à un candidat, tout ce genre de choses, des petites erreurs du quotidien, en fait, on s'en fiche parce que faut que tu ailles vite, faut que tu attaques. Aujourd'hui, tu vois, tu avais le mec célèbre chez Facebook qui avait fait un bug, tu sais, et genre ça avait fait tout planter. C'est génial, tu vois. C'est comme ça qu'on apprend. Du coup, tu fais un recrutement, tu le fais mal, tu arrives un peu en retard. En fait, c'est pas grave. Tant qu'à la fin, tu as ton résultat, faut agir. Juste pas être dans le penser, faire des posts LinkedIn et réfléchir 1000 fois comment tu pourrais mieux faire. Tu fais les choses, tu recrutes. Ok, donc ça c'est clair. Peut-être simplifions un peu la question sur la formation, formons-nous vite, passons plus de temps sur le terrain, préparons moins, passons plus de temps sur le terrain, ça fait plus de calls, ça fait rencontrer plus de gens et à la fin c'est un jeu de stats, plus ou moins le recrutement quand même globalement. Et du coup, c'est la masse. Oui, c'est la masse, exactement. Cette même logique, cette même logique, je sais pas, mais cette même approche d'essayer d'un peu sortir de la bien-pensance LinkedIn, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les annonces? Parce que ça commence là, quand même, à un moment donné. Et pareil, je pense que les annonces, ça théorise, ça fait des thèses de partout sur comment on fait une bonne annonce. Comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu as vu qui marche, en fait, sur le terrain, concrètement? Aujourd'hui, un truc tu vois, qui m'a fait marrer l'autre jour il y a quelques mois, c'est t'as un mec qui est freelance, qui écrit les annonces des autres. Genre, son job, c'est d'écrire des annonces de boîtes qui n'arrivent pas à le faire. Est-ce qu'on est rendu en termes de job, de copie de bullshit job? Oui, est-ce que le monde va trop loin là? On a passé un cap, tu vois. Et donc du coup, tu as des gens qui vont te vendre. J'espère que ce gars-là sous-traite à quelqu'un sur Fiverr. C'est génial. C'est très bien. Alors, c'est écrit au Sri Lanka. Voilà. Bien sûr. Et du coup, tu vois, genre, tu te dis, quand on est là, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, tu as plein de boîtes qui vont aussi te vendre des ATS extraordinaires pour que tu aies du coup des très belles annonces. Regarde, Welcome to Jungle, c'est construit là-dessus. Bien sûr. Est-ce que tu as besoin de Welcome to Jungle? Ils te vendent un truc avec genre des photos très jolies et genre un cadre très beau, etc. Tu vois, où ton annonce elle est bien faite, elle donne envie, elle est jolie. C'est pas moche parce que c'est pas un site fait, tu vois, en HTML, CSS un petit peu. Non, c'est un beau site qui est bien fait, tu vois, avec des bons modules. C'est dynamique, ça bouge avec des vidéos. Est-ce que tu as besoin de ça? Les annonces, tu vois, on reprend l'exemple d'il y a 200 ans. De toute façon, on a toujours fait comme ça, le recrutement. T'avais des petites annonces dans les journaux et ça marchait. Donc là, pareil, retour au 80-20. Et c'est quoi? Alors, je suis en une petite case en plus, tu vois, c'était simple. Recherche comptable, expérimenté, homme, 10 ans d'expérience, prêt tout de suite, voiture de fonction attitrée. Au moins, tu n'as pas de chichi. Et les gens, est-ce que pour autant, tu sais, tu vois, t'es comptable, t'as 10 ans d'expérience, tu te dis, je vais y aller? Du coup, pourquoi tirer pas? Et pourquoi tu as besoin de te dire, nous sommes un groupe extrêmement international en pleine croissance qui aujourd'hui travaillons en mode startup avec des cartes Swile. T'as pas besoin de tout ça. Donc là pareil, le côté simplicité, minimalisme, de dire on revient au début, on en avait parlé juste avant, j'ai vu que ça t'avait rigolé, moi je disais est-ce que c'est la minimum viable job offer, quoi, le côté un peu de lean startup où on itère vite et de toute façon vu que alors ça tu me diras si j'ai tort ou pas, mais vu que tu sais pas forcément qui tu recrutes au début et que tu es un peu obligé d'itérer, encore une fois, c'est peut-être important d'aller vite et de tester un truc et puis on verra si ça marche en fonction des premiers poissons qui remontent sur la canne à pêche, quoi. Bien sûr. De toute façon, en plus, ça, on te dit qu'il faut une prise de besoin, que tu prennes le temps, etc. Tu as même les caps de recrutement, des fois ils te prennent des rendez-vous, des réunions à rallonge dans leurs locaux pendant 2 heures pour te demander ce que tu cherches comme besoin. Ça sert à rien. Du coup, juste tu commences sur ton besoin et en effet, plus tu parles à des gens, plus du coup tu pourras affiner. Alors que si tu passes du temps à chercher, ça sert à rien. Tu vois, t'as les règles de base des startups, on te disait genre get out of the building. Tu vas dans la rue, tu parles à des gens. À la limite, tu fais vraiment ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça existe, le street marketing. T'as le street marketing, t'as le street sourcing. T'as des gens qui vont dans la rue et parlent aux gens. C'est très bien, tu vois, comme méthode. Plutôt que d'aller sur LinkedIn, un truc hyper personnel, extrêmement hyper froid, va dans la rue, parle à tes gens. Alors, tu auras peut-être une chance sur 10 de trouver des gens qui correspondent ou au moins des gens qui connaissent les gens, mais c'est pas grave. T'essaieras. Tu parles à des gens, regarde les mecs et les filles des ONG qui arrivent à la sortie du métro et qui te disent vous voulez donner pour Oxfam? Une personne sur 10 leur dit ah non, j'ai pas le temps, nanana. Mais ceux qui disent oui, ceux qui mordent, c'est bon, ils ont pareil, jeu de volume. Fin de la journée, ils arrivent. Jeu de volume, là c'est la même chose. Donc typiquement, une annonce, du coup tu lances ça. Alors tu auras tout et n'importe quoi, tu auras des alternants, tu auras des gens qui sont en conversion, tu auras même des gens de plus de 50 ans. Genre tu te dis quand même, tu vois, tu les prends quand même, c'est pas grave, tu leur parles. Oui, on verra ce que ça donne après. Waouh, je tente un truc. On en reparlera de ça aussi. Mais
Et alors là, il y a peut-être un point où je sais pas si je suis 100% d'accord avec toi, mais tu vas peut-être me dire. Parce que là tu disais recherche, comptable, homme, 30 ans, voiture de fonction, tout ça. Ok, il y a plein de cas où effectivement tu vas rechercher un dev et un dev c'est un dev, ok. Qu'est-ce qu'il en est de quand ce que tu cherches c'est quelqu'un de vraiment précis, tu vois, par exemple, j'en sais rien moi, on utilise le terme mouton à 5 pattes qui est un peu péjoratif comme image parce que ça donne l'impression que voilà, oui on rigole, on va chercher l'animal mythologique, mais des fois c'est ça que tu cherches. Tu vas rechercher un dev Solidity et puis tu as besoin qu'il habite à Toulouse parce que ton bureau il est à Toulouse. Enfin, c'est quoi dans ce cas tu peux pas vraiment faire du volume, t'as une autre approche pour ça ou pas? Tu fais, on parlait de radical candor, là du coup tu fais la radicale inverse. Ouais, tu vas à l'autre bout quoi. Ouais, du coup tu vois, alors tu parlais de mouton à 5 pattes, j'aime pas ça en plus, tu vois, moi je mange pas de viande donc clairement les moutons ça me parle pas. En tant que végétarien, le mouton c'est pas mon truc, tu vois. Donc tu pourrais dire si tu veux une carotte à 3 fans, si tu veux, on pourrait dire ou un radis à 4 feuilles, hop, on pourrait dire ça, 5 feuilles. Du coup non, clairement là du coup c'est l'effet inverse. Quand tu cherches quelque chose de vraiment très précis, quelqu'un de vraiment très précis, bah c'est facile. Tu dis exactement ce que tu veux, mais genre t'en enlèves pas une miette. Donc vraiment tu te dis ok, qu'est-ce que vraiment j'ai besoin d'avoir, quels sont vraiment les soft skills. On parle beaucoup de soft skills en ce moment, les hard skills. Alors, les soft skills en parenthèse ça sert à rien, les soft skills c'est un truc qui est inventé pour pareil rallonger les annonces. Tout le monde sait que ça sert à rien d'avoir des soft skills, ce qui compte c'est est-ce que tu sais faire le job ou pas. C'est binaire le recrutement, c'est tu sais faire ou tu sais pas faire. Donc tu dis tout ce que tu veux, tu expliques exactement tout ce que tu as comme besoin. Et du coup, tu vas aller, tu lances ton annonce dans la nature, et du coup, bah, la personne qui correspondra, elle ira, tu vois. Et surtout, tu dis non aux gens qui n'ont pas ça. Les gens qui ont 3 ou 4 pattes sur ton mouton, tu leur dis non, parce que ça sert à rien. Tu veux ton mouton à 5 pattes. Et en aucun cas, tu vas être inflexible. Si tu es flexible, tu auras les mauvaises personnes. Tu n'auras pas les A-players, tu n'auras pas les top 5% des gens que tu veux. Ça, c'est vrai. Alors, j'imagine, ça fait pas plaisir d'entendre ça, mais c'est vrai que quand on entend tout le monde dire on veut les A-players et les A-players, les A-players, si tu veux Michael Jordan, il y en a qu'un et c'est Michael Jordan quoi. Si tu cherches Michael Jordan, donne-toi les moyens, trouve Michael Jordan et puis les autres à un moment donné on va pas niaiser quoi. Donc c'est vrai que c'est déplaisant comme manière de penser peut-être parce qu'elle va à l'encontre de ce qu'on entend beaucoup, mais n'empêche qu'à la fin du fin c'est un peu comme ça que ça se passe quoi. Après si tu les vises tes players et que tu les veux tu les auras les 5%. Clairement si tu fais du recrutement efficace ou tu move fast break things, si du coup tu arrives à apprendre tes erreurs etc, bah tu les auras tes 5%. En plus enfin les gens là tu vois c'est des gens qui nous écoutent, ils se disent mais c'est trop bien comme conseil. Là les players ils disent bah c'est bon pas le temps de niaiser, je sais que je suis un player. Bah ils sont comme ça. Pourquoi je fais un aussi. process de 6 étapes pour qu'on me dise que je suis un player? Je le sais déjà en fait. Donc fais-moi juste un entretien vite fait, hop comme ça et puis boum c'est bon, fais-moi une offre, on a compris. Voilà, parce que j'ai fait HEC je suis forcément quelqu'un de génial, n'est-ce pas? Donc du coup bah go. Mais ça on le voit aussi de toute façon quand on s'intéresse un peu aux grandes histoires entrepreneuriales, je pense au Apple, au Uber, au Google, à des choses comme ça. Les recrutements clés, est-ce qu'ils se sont faits à base de méthode Woo en 6 entretiens? Ça se passe pas comme ça. C'est presque une histoire d'amour quoi. Tu te rends compte, tu dis je veux lui ou elle et je le suis, je la suis et puis je force un peu parce que bon c'est un peu aussi comme ça que ça marche et puis au bout d'un moment ça passe quoi. Ah mais clairement, les meilleurs recrutements sont faits en dehors des locaux, sont faits de manière complètement arbitraire et c'est parce que du coup tu as quelqu'un qui se dit bah tiens cette personne là ça va, donc viens on l'invite à un déj, viens faire de la pétanque ensemble, viens on part en vacances à Ibiza, enfin c'est là que ça marche en fait. Le reste, après il y a des gens qui vont te dire ça c'est de la discrimination, c'est pas la discrimination, on sait déjà. Oui c'est Michael Jordan que tu veux, tu vas pas... Voilà, exactement, tu veux Michael Jordan, du coup bah c'est bon, tu parlais de ton dev spécifique à Toulouse, bah, du coup tu vas chercher ces personnes là et du coup tu les invites à un truc extraordinaire et tu sais que c'est déjà là que tu veux et c'est pas grave, tu vas pas à côté, tu tapes vraiment dans le mille. En fait, c'est comme, regarde, le tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Le but, c'est d'aller au milieu. Bah là, c'est pareil. Tu te contentes pas d'un 4. Tu veux ton 10, en fait. Et tu le veux 3 fois de suite. Et donc, ça sert à rien de contenter d'autres choses. Et tu vois, c'est là-dessus que. Tu vois, t'as des gens qui te disent que c'est pas bien de faire ça, que c'est la discrimination. Mais t'as une de mes 3 phases préférées en recrutement, c'est celle-là. C'est genre, c'est le fit. J'ai pas le fit. Enfin. Combien de fois cette phrase-là, je la recommande d'utiliser pour les gens? Parce qu'elle est géniale, en fait, elle permet de discriminer, mais au sens bien du discriminer. Tu vois, genre, bah non, clairement, j'ai pas le fit, ça veut dire que toi et moi, on n'est pas fait pour travailler ensemble. T'as les compétences, ok, t'es ok pour le salaire, ça marche, t'es prêt à bouger même de ta ville et d'aller du coup de Paris à Pau, très bien, mais y a pas de fit. Et ça, du coup, si tu comprends pas, bah, c'est parce que t'es pas un player. Et donc, faut apprendre. Bah ouais. Non mais pareil, hein, c'est évidemment encore une fois, je me mets à la place de vous qui écoutez et ça peut vous embêter. Mais retour à ce que disait Léo juste au début, c'est aussi parce que le recrutement c'est pas un vrai métier. Enfin c'est à un moment donné, on l'a bien compris, tout ce que tu viens de dire, les questions de fit, l'intuition. Enfin on n'en parle pas assez de l'importance de l'intuition, du feeling, de ce genre de choses et les vagues un peu de personnes qui râlent contre ça, qui disent qu'on devrait standardiser. C'est aussi un peu pour faire exister un métier. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont quoi. Bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs quand je suis parti, tu vois, moi j'ai fait 6 ans de recrutement et là aujourd'hui je me dis bah plutôt que de faire ce métier qui n'en est pas un,
Et du coup, de dire à mes parents, en fait, ils comprennent pas. Genre, quand je leur dis, t'es recruteur, mais ça veut dire quoi? Genre, ils ont jamais compris. Et du coup, plutôt que de faire ça, je me dis, bah tiens, je vais former des gens à ce truc-là. À cette approche, tout simplement. Enfin, c'est une manière de faire. Tu veux chercher, tu veux des players, tu les cherches, tu les trouves, quoi. Et du coup, bah, autant qu'à faire ça de manière démocratique, tu vois, de manière démocratisée plutôt, où tu te dis, bah, plus de gens possibles vont avoir ce côté-là. Et c'est tant mieux, tu vois. Donc, ouais, non, clairement, je te rejoins, c'est pas un vrai métier, ça que les formations qui existent, à part la mienne, évidemment. Oui, mais c'est parce que c'est pas la formation métier de recruteur, c'est une approche que tu présentes, c'est les bonnes pratiques, enfin une partie de ce qu'on est en train de se dire là. Exactement. Ouais. Et alors du coup, pareil, c'est très politiquement incorrect ce qu'on va dire, mais ça veut probablement dire que dans la pratique un peu standard, bien pensante, LinkedIn du recrutement qu'on peut voir, on passe probablement beaucoup trop de temps avec les gens qu'on va pas garder. Tout ce délire de il faut recontacter les candidats, faut leur donner un petit message, ou faut prendre soin même des gens qu'on garde pas, etc. Du coup, si tu veux Michael Jordan, pourquoi est-ce que j'irais prendre soin de toi, Léo, alors que je sais que tu rentreras pas dans la NBA, quoi? Je pense que c'est pour se donner bonne conscience que les gens font ça. Tu vois, la première fois qu'on m'a demandé de faire un talk sur le recrutement, c'était ça. Je l'avais appelé prenez soin de vos candidats, ils vous le rendront. Enfin, tu jouais le jeu, quoi, forcément. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu rentres dans ce monde, donc tu te dis, bah vas-y, je veux me mettre dans le moule. Mais non, clairement, ça sert pas à grand chose. En fait, pourquoi tu irais répondre à tes. C'est comme si tu veux, tu irais, par exemple, recycler tes déchets. C'est la même chose quand tu penses. C'est moche ce que tu dis, mais j'entends la métaphore. C'est utile, mais quand tu vois les documentaires, tu regardes la ville de Paris, en fait, au final, tu te rends compte que sinon ils mélangent les poubelles. Donc c'est pareil, en fait. Que tu répondes ou pas, ça change rien. Que tu tries ton déchet ou pas, c'est ça qui changera la face de la planète. Et donc typiquement, les candidats, c'est tous la plupart. Enfin, le mot est violent, tu vois, mais un candidat, c'est un déchet, c'est une externalité négative, tu vois. Une fois qu'il est plus intéressant pour toi, que tu sais que c'est pas un player, que tu sais que dans les 5 prochaines années, tu n'auras pas un job similaire, pourquoi tu lui répondrais? Enfin, si tu vas recruter 5%, t'as 95% de déchets. Tu lui dois rien. Mécaniquement. Dans l'absolu. Et il trouvera un job. Enfin, c'est bon, il y a un job pour tout le monde. On dit qu'on est en tension. Et vu que de toute façon, c'était pas un player, les chances qu'il aille venir expliquer aux autres players que Yaniro, si c'est moi qui te recrute, c'est pas bien, ça arrive pas. Enfin, ça des fables. Donc on est tranquille. Et puis au pire, il ira sur Glassdoor, tu vois, genre on est pas content, mais les vrais players, ça fait la différence. Ils vont sur Glassdoor et ils sauront que c'est quelqu'un qui était un C ou un D player. Et ils se diront, ah, regarde, t'as vu cette boîte-là, ils ont dit non à cette personne. Ouais. Tout à fait. Ok. Donc, on a bien compris l'approche sur tout ce qui est annonce, comment est-ce qu'on va chercher ces players et comment est-ce qu'on se concentre vraiment soit laser focus sur ces players, soit on fait un jeu de volume pour les profils un peu plus standards. Comment on la joue sur l'approche? On peut parler d'outbound, mine de rien, j'aime bien ton idée de street recruiting, mais on peut la compléter d'autres choses, parce qu'on est quand même en 2022, il y a pas mal d'outils qui permettent d'automatiser beaucoup de choses. Comment tu la jouerais sur les messages d'approche et justement l'outbound des candidats pour justement aller chercher ce volume? Typiquement, contrairement à l'inverse de ce que font la plupart des recruteurs, je sais pas si tu sais, t'as un hashtag qui a été lancé il y a 4-5 ans qui s'appelait la personnalisation bordel. T'as déjà vu ce hashtag? Non. En gros, le principe, c'est de dire que dans chaque message à tes candidats, il faut que tu personnalises au moins, alors un minimum non, mais vraiment, tu vois, au moins un paragraphe personnalisé. Et les gens derrière ça, en fait, c'est juste parce qu'ils s'ennuyaient dans leur job. Et donc, du coup, ils se sont dit, je source des gens, autant qu'à m'amuser et je sais pas, parler d'une référence commune ou me dire, tiens, toi, tu t'aimes Star Wars, ou tiens, c'est rigolo, t'as fait la même école que moi, ou oh, bravo, t'as gagné un nouveau diplôme sur Udemy. En fait, beaucoup te disent qu'il faut personnaliser au max les gens, les messages. Et que du coup, quand on voit un message, il faut que tu arrives à toucher, tu vois, le cœur de la personne. Non, les gens, en fait, c'est transactionnel, le recrutement. S'ils viennent pour toi, c'est parce qu'ils veulent vendre leur temps contre de l'argent. Et donc, en fait, par rapport à une démarche transactionnelle, ce qu'il faut que tu fasses, c'est raisonner de manière transactionnelle. Et donc, du coup, tu fais un message de masse. Après, qualité, tu vois. Donc, tu peux utiliser un lemlist si tu veux, mettre des petites photos de toi et tout, mais absolument pas, perds pas de temps avec la personnalisation. Et je vois tellement de boîtes qui s'amusent à prendre le temps, en fait, à considérer le candidat. C'est là où, du coup, tu as un problème. En fait, quand tu parles à une personne, c'est pas encore un candidat, c'est pas encore une personne. C'est un nom sur LinkedIn. Faut arriver à déshumaniser la personne derrière. Tu vois, tu dis juste que c'est un CV. En fait. C'est comme un peu si tu perdais ton temps, en fait, à imaginer que tu vas avoir une histoire avec quelqu'un quand tu parles sur Tinder. Exactement. Tant que tu n'as pas rencontré quelqu'un, à un moment donné, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, on se doit rien, quoi. À tous les coups, c'est un faux compte et c'est un mec qui est basé au fin fond de l'Irlande et qui est là sur son pieu à s'amuser parce que du coup, il s'est passé pour quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Et du coup, il faut faire attention. Donc moi, ce qui compte, c'est vraiment la non-personnalisation, le volume. Tu scrapes le plus de data possible de manière. Alors, la RGPD, c'est pareil. Qui respecte la RGPD? Donc, tu oublies tout ça. Tu vas scraper tes mails, t'envoies tes campagnes, tu dis voilà, on paye tant, on est basé tant, on est cool, on a que des players, on va vite dans ce qu'on fait. Tu fais des relances parce qu'il faut quand même faire des relances, c'est quand même important. Et du coup,
à la fin, bah, tu auras forcément des gens qui viendront. Et enfin, aujourd'hui, tu vois, là, les taux, ils sont très bons. Les gens, ils te disent, bah merci, parce que tous ces recruteurs là qui font semblant de s'intéresser à moi, on sait très bien ce qu'ils veulent. Enfin, en tant que recruteur, moi, pendant longtemps, je sais en fait que quand je parle à quelqu'un, c'est pour les recruter. Et donc, typiquement, on nous met ça de côté et les candidats nous disent merci. Ils nous disent merci de vraiment remettre le recrutement de manière très simple où c'est j'ai un job, je recrute, tu cherches un job, peut-être, on sait jamais, bah viens, je te recrute. En fait, c'est la simplicité poussée à son paroxysme. Mais c'est marrant parce que quand tu le dis comme ça, t'as presque une image de génération qui vient où t'as le côté hyper personnalisé, t'as presque le recrutement à la papa dans les grands groupes parce que de toute façon on attendait de toi que tu fasses 4 ou 5 reach par jour parce que t'allais tous les faire limite de manière manuscrite en envoyant un pigeon voyageur. Quiconque a passé de temps avec les grosses marketeurs, hein. Les belles boîtes à la The Family, ça se fait, t'as peut-être un peu la CNIL derrière toi, mais ça se fait en scrappant et en faisant du lemlist. Et faut pas se leurrer à un moment donné. Si tu veux, c'est toujours pareil, guerre des talents, guerre à un moment donné. Ok, d'accord. Ok, donc ça, faut bien comprendre un peu cette logique. On revient à la logique de volume, hein. J'espère que vous le comprenez en fil rouge de cet échange. Qu'est-ce qu'on peut apprendre un peu d'autres comme technique? Parce que c'est presque des techniques de grosse hack, le côté un petit peu grey hat, on dirait. On dit pas black hat, on sait pas si filou que ça, mais il y a un petit côté un peu plus filou. Qu'est-ce qu'on fait par exemple tout ce qui est autour j'ai un peu une idée de ta position là-dessus, mais l'énorme information qu'on donne à tout le monde où dès le début tu es censé leur expliquer ce qui va se passer en onboarding, ce qui va se passer à l'entretien d'après, combien c'est payé, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une manière un peu plus simple d'augmenter cette taux de conversion à chaque étape, quoi? T'as 2 mots-clés là-dessus, je pense. Le mystère et l'engagement. Ah, alors vas-y, ça fait rêver déjà. C'est pas mal, hein. Le mystère et l'engagement du mystère. Tu prends dans le sens que tu veux. T'as un petit post LinkedIn à faire là-dessus, je pense. Le mystère et l'engagement en 2 volumes. Le mystère, c'est quoi en fait, si tu veux, aujourd'hui tu parlais de Tinder tout à l'heure. Si du coup, ton premier message, tu te racontes toute ta vie. Bonjour, je veux 2 enfants, je veux habiter à Toulouse. Non, non, évidemment. Tu réponds pas à ça. Non. Du coup, là, c'est pareil. Si par contre, je te dis, j'ai un job pour toi, il va te plaire, je te dis pas encore où il est. Le salaire, t'inquiète pas, ça va être bien. C'est ok pour toi, mais je te dis pas combien. En revanche, j'attends beaucoup de toi dès le début parce que tu verras, c'est tellement à la hauteur de ce que je vais te demander que du coup, tu arrives après à la deuxième partie, qui est du coup l'engagement, où là, du coup, tu te dis, en fait, il faut que tu m'envoies des exemples de travail, un portfolio, si t'en as un, ton CV à jour, évidemment, et genre tout de suite, en français et en anglais, parce que du coup, on est une boîte international, donc il faut qu'on fasse circuler. Du coup, tu as toutes ces parties où tu vas aussi te dire, en fait, il faut que tu sois prêt pour un process costaud, mais t'inquiète pas, tout ira bien et je te tiendrai au courant. En fait, faut que la personne dès le début elle s'engage pleinement. Et c'est pareil, tu vois, je reprends Tinder parce que t'en parlais tout à l'heure, mais en fait, si les gens dès le début, tu sens qu'ils répondent 1 ou 2 jours après, qu'ils n'ont pas trop envie, qu'ils sont pas trop chauds, mais ça va pas le faire. C'est bon, enfin, on est 7 milliards, bon, t'enlèves les enfants, tu rates quand même, tu vois. Mais en fait, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont dispo sur le marché du travail que t'as pas de temps à perdre. Et donc, tu laisses du mystère et les gens qui sont dispo, ils ont envie de mystère. Ils ont envie de se dire, ah mais trop bien cette boîte, je sais pas vraiment ce que c'est, je sais pas vraiment où ça, mais en fait, ils vont vouloir parce que par curiosité, ils vont se dire, mais c'est bon quoi en fait. Et ils vont faire des recherches, mais ils trouveront pas. Et c'est là où tu vois, tes annonces elles sont courtes. Si tu fais pas trop de marque employeur, parce que la marque employeur c'est pareil, c'est un terme qui a été inventé par des consultants pour faire des prêts. Faut bien vendre des jours. Oubliez la marque employeur, c'est terrible. Donc tu fais pas de marque employeur, tu fais des annonces très succinctes et du coup ton message il est mystérieux, ça marche bien. Et si en retour tu demandes beaucoup d'engagement, t'as tout gagné. Parce que du coup, tu sais dès le début les gens qui sont motivés. Et c'est seulement les players qui vont se dire, à lâchant qu'il y a un défi. Plus il y a de mystère, plus il y a de défi. C'est la phrase que j'aime bien dire. Ok, très clair. Je pense que ça commence à faire forme. Je pense que vous commencez à voir un peu. Désolé, hein, on casse sûrement des baronnies ou des gens qui aimeraient bien qu'on parle pas des choses comme ça, mais il y a quand même un monde entre ce qu'on nous fait croire comme étant les bonnes pratiques et la réalité de ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui closent des candidats et les meilleurs et des gens qui pelletent les nuages, comme diraient les Canadiens un petit peu, quoi. C'est vrai, j'aime bien celle-là aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Il y a peut-être l'évaluation, parce qu'une fois que t'as... Là, pareil, c'est un peu la foire à qui invente le truc le plus nébuleux, non? Dans ton métier de recruteur. Je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais... Je sais même pas si j'ai envie d'en parler, quoi. Mais là, j'ai vu l'autre jour un mec qui fait du recrutement par les jeux vidéo, par exemple. Enfin, tu vois, c'est là où tu te dis que on a tout fait, quoi. Enfin, comme si les jeux vidéo déjà c'était un truc de sérieux, comme si dans le e-sport c'était un truc de sérieux. Enfin, bref, les gens ils vont trop loin, tu vois. Et donc typiquement, un recrutement, ça sert à rien. Pourquoi inventer des méthodes complexes? L'entretien structuré. L'autre jour, il y a un recruteur qui m'a dit, les règles de base d'entretien structuré, c'est les mêmes questions,
dans le même ordre à tous les candidats. T'imagines toi faire ça ? Imagine, Oui. genre, sur une semaine, tu parles à 10 personnes. T'imagines faire les mêmes questions dans le même ordre au même candidat. Et la raison, soi-disant, c'est de ne pas discriminer. Oui, Ça pas et être ronde. retour au vrai success story, pas celle qu'on trouve sur LinkedIn. Oui, je suis sûr que les éléments hyper pointus de Uber, ils ont été recrutés parce qu'il y a des recruteurs qui ont bien fait attention à faire les trucs dans l'ordre et pas l'intuition du founder qui est incroyable. Ah mais bien sûr. Et c'est là où du coup ça fonctionne clairement. Enfin, tu vois, l'intuition, souvent on la met de côté quand t'es recruteur, parce qu'on te dit que c'est bien la mettre de côté et qu'il faut apprendre à être objectif. C'est un des mots que je déteste dans ma vie, genre le côté objectif. En fait, on est tous subjectifs par définition. Oui, on est se un être raconte humain. des histoires, En fait, on peut pas être objectif. Tu peux jamais être objectif. Et donc typiquement en entretien, tu vas forcément avoir des biais, mais c'est ok parce que les biais t'aident à choisir. En fait, un biais de base, t'es psychologue de formation. Oui. Un biais t'aide à faciliter ta vie. Sans biais, imagine, sans biais, on serait perdu dans notre vie parce qu'on passerait notre temps à suranalyser des choses. C'est impossible. Ça serait terrible. Et donc du coup, plus on a de biais, plus on est rapide, plus on est efficace, plus on est un player, plus on gagne de temps, plus la boîte va bien, plus on fait du business. En fait, c'est cohérent. Donc les biais te servent. Et donc l'entretien structuré va à l'encontre des biais parce qu'il te dit fais attention. Parce que si du coup tu ne structures pas ce que tu dis, tu seras influencé par la personne qui aura fait la même école que toi. Mais génial, elle a fait la même école que toi. À tous les coups, on a eu le même prof et c'est génial. Et en fait, du coup, tu crées des liens avec les gens. Si tu fais un entretien structuré, tu restes peut-être froid comme un robot. C'est pas intéressant. Les candidats, ils veulent quoi ? Ils veulent du lien. Ils veulent du coup de l'humain. Et donc du coup, l'humain, ça passe par de la subjectivité parce que ça passe par des points communs. Et du coup, ça passe par du fit. D'où il n'y a pas de fit, tu vois. Alors, est-ce que c'est pas le moment d'attaquer un sujet où là, j'entends déjà les gens nous jeter des chaises, mais à un moment donné, on mouille la chemise avec Léo, on fait les vrais trucs. Comment est-ce qu'on peut dire dans la même phrase, même dans des pratiques qu'on entend, il faut un culture fit, il faut des gens qui pensent comme nous, qui sont pareils que nous, et parler de diversité et inclusion. Comment on fait vivre ce truc-là ? Parce que est-ce qu'on n'est pas encore dans une nébuleuse finalement de la Startup Nation RH qui se raconte un peu des trucs et de la bien-pensance ? Parce que dans ce que tu me dis, effectivement, pourquoi est-ce qu'on vient se compliquer la vie alors que les gens de mon école, je sais qu'ils sont bons, ils viennent de mon école. Pourquoi est-ce que finalement il faudrait que je passe par un espèce de pataquès de faire voir plein d'autres gens tous différents avec qui je sais pas bosser parce que j'ai pas appris à bosser comme ça, ils sont pas formatés comme j'aimerais qu'ils soient formatés. Enfin, qu'est-ce que t'en penses là-dessus ? On en parlait tout à l'heure, hein, c'est vendre des praises. Enfin, tu parlais de vendre du jour-homme. Clairement, la diversité aujourd'hui, pourquoi on en parle ? Historiquement, si tu regardes, de manière, pour le coup, on va être objectif pour une fois, c'est un mouvement qui vient des US il y a 2 ans. Avant, on n'en parlait pas. On peut tout nous laisser tranquille avec ça parce qu'on savait très bien que c'était pas une question. Non, c'est pas une question. Et d'ailleurs, c'en est toujours pas une. Aujourd'hui, quelqu'un qui me prouve qu'il y a une discrimination en France, bravo. Enfin, il y a un ou deux cas qui sont médiatisés parce que pareil, les journalistes, il faut aussi qu'ils fassent, ils fassent du buzz. Mais typiquement aujourd'hui, ça va, tout le monde a accès à un emploi. Les discriminations, et en fait, elles sont bien parce que typiquement, imagine demain, dans une boîte où tu n'as que des gens qui sortent d'école de commerce. T'imagines toi des gens d'université qui arrivent ? Non, mais imagine, tu payes un consultant et on te demande c'est quoi sa fac et il te dit j'ai fait l'université de Pau. Est-ce qu'une seule seconde, tu te dis qu'il est sérieux et qu'il va t'apprendre des choses ? Qu'est-ce que tu dis quand je te dis université de Pau ? Ouais, non, mais. J'ai rigolé, tu penses à François Bayrou. Moi, je pense à Bayrou, tu vois. Et dit comme ça, évidemment, ça sonne méchant, mais soyons très clairs, hein, on va recentrer le débat. On parle des A-players, là. C'est-à-dire, le gars de Pau qui est dans l'université de Pau, gloire à lui, il ira faire un job en province et il n'y a pas de problème. Il aura certainement une vie très sympa. Nous, on se parle de la NBA. La NBA, c'est les meilleurs. Et les meilleurs, pardon, mais c'est pas l'université de Pau, quoi. Clairement. Et du coup, tu vois, c'est souvent le truc des diplômes, c'est ce qui a le plus de discrimination. Pareil, alors, tu as des gens qui sont spécialistes dans la discrimination sur l'âge. En fait, il y a un moment, on te dit, il n'y a pas cette junior, il n'y a pas cette senior. En fait, en quoi est-ce que c'est un problème ? T'es junior, c'est logique que tu trouves pas de job, tu sais rien faire. Enfin, moi j'ai essayé de prendre des gens qui étaient jeunes en stage. Alors déjà le principe du stage, il faudrait me l'expliquer parce que je sais des gens que tu payes à pas faire grand chose, hein. C'est inutile. Tu payes pour les former. Tu payes pour les former. Enfin, c'est les écoles qui font ça en fait. Enfin, c'est le paradoxe du monde moderne. Genre on te paye pour faire le job de quelqu'un d'autre. Ça a aucun sens. Dans les écoles, tu les payes pour qu'elles te forment. Et ça c'est terrible, t'imagines. Autre débat, nous on paye les stagiaires et eux-mêmes ils payent les écoles. Du coup, tout le monde est gagnant. Enfin, tout le monde est perdant sauf les écoles. D'ailleurs, c'est un business juteux. Enfin, on pourra en parler, mais les business des écoles de commerce, c'est bravo. Bref. Et les seniors. On te dit aujourd'hui, c'est dur de trouver un job passer 40, passer 50 ans. Mais c'est normal en fait. Enfin, à un moment, fais autre chose dans ta vie. Enfin, si t'arrives plus à faire un truc, c'est logique qu'au bout d'un temps, on te dise on veut du sang frais. Et c'est normal en fait. T'as un mix. T'imagines quand même, voilà, 55 balais et j'aimerais être la personne qui gère l'acquisition TikTok. Enfin, à un moment donné, c'est ridicule. évidemment, c'est pas sympa de dire ça, mais faut pas déconner quand même. Imaginez en soirée ces gens-là.
Imagine un parent en soirée. Oui, ouais, sans même parler de la vie d'entreprise après. Et après, les entreprises étant du coup la plus importante quasiment que ce que ils sont moins bons au baby-foot, ils ont plus des bons réflexes. Et ça aussi, après, peut-être qu'ils vont être moins pétanques, tu vois, donc ça a un intérêt. Des fois, les seniors, peut-être que c'est plus, je sais pas, générationnel de regarder ça, peut-être que déchiffrer des lettres, tu vois, ils vont tout péter. Mais il y a un moment, genre, il faut arrêter aussi. Je trouve qu'on est beaucoup dans la plainte. C'est classique aussi en France, tu vois. Mais genre, parce que je suis junior, je suis discriminé. Parce que je suis senior, je suis discriminé. Parce que j'ai pas le bon diplôme, je suis discriminé. En fait, juste, c'est le jeu. Oui, bah non mais à un moment donné, faut quand même voir le système dans lequel on vit. Le système dans lequel on vit, il est capitaliste, et c'est pas prévu précisément. Enfin, c'est pas les soft causes, quoi. On n'est pas censé être tous égaux. Tu peux pas avoir des A-players et avoir 7 milliards de A-players. Hein. À un moment donné, il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Ok, donc encore une manière de vendre des slides. Hein. Je pense qu'on peut regarder. Il y en a beaucoup. Hein. Quand tu regardes LinkedIn, c'est que ça, hein. C'est que des business pétés. Hein. Tout à fait. Et dans les entretiens, du coup, comment tu les repères un peu tes players, tes gens qui vont bien fitter comment tu fais ça? On a bien compris, on va pas aller sur l'espèce de machin objectif, soi-disant. Racontez-moi une fois, vous avez été en difficulté. Les questions situationnelles, rien que le nom, les questions situationnelles et les questions comportementales. Est-ce que tu penses que c'est pas un truc qui a été inventé par un consultant? Ça sent ça sent le bac plus 8 ou le chercheur, l'enseignant-chercheur. Et est-ce que clairement, vraiment, les gens aiment répondre à est-ce que vous pouvez me raconter une fois où vous avez fait plus que ce qu'il fallait faire? T'aimes pas répondre à ces questions-là. Et puis ça apprend rien à part ce que les gens ont répété par cœur. Alors que, classique, simple, en début d'entretien, présentez-vous. C'est pareil, tu vois, on parlait de simplicité, on parlait d'efficacité. Le présentez-vous, il est efficace. Tu sais comment les gens parlent. Tu sais comment les gens vont se comporter, tu vois leur body language, tu vois genre leurs émotions corporelles, tu vois s'ils mentent ou pas, parce que du coup il faut regarder des fois un coup par-ci, un coup par-là. En fait c'est facile. Alors présentez-vous, tu vois plein de choses, tu vois la structure des gens, la structure de pensée, tu vois où est-ce qu'ils s'arrêtent, est-ce qu'ils s'arrêtent d'eux-mêmes, et surtout tu vois en fait évidemment les diplômes, parce que du coup ils en parlent, donc du coup là tu dis ça c'est un vrai, il a fait HEC, tu vois. Donc directement dès les premières minutes, du coup t'as ton biais qui est là, qui fait son taf, c'est bon, gros diplôme, personne qui performe. Du coup, c'est direct, donc ça c'est simple. J'ai juste à dire, on parle de discrimination, il n'y a pas que HEC. Enfin, je veux dire, Polytechnique, c'est très bien aussi, l'ESSEC. On accepte les gens d'école d'ingénieur. Ouais. Faut pas déconner. Après, par contre, ESSEC, on commence déjà, mais c'est très bien. Genre, il y a un autre débat. On va pas jusqu'à Neoma, quoi. Enfin, genre, je la connais pas déjà. Oh là là, t'as pas intérêt à la connaître. On est dans du top 6-7, quoi. Enfin, c'est pas bon. Effectivement, alors là, tu titilles évidemment le psy et le coach qui est en moi. Peut-être si vous écoutez ce podcast ou si vous, je sais pas, on s'est déjà rencontrés, mais vous m'avez forcément entendu faire l'éloge des questions ouvertes parce que c'est quand même la moitié de mon métier. Est-ce qu'il y a une question plus ouverte et plus belle que présentez-vous, quoi? C'est la plus ouverte. Est-ce qu'on peut pas laisser juste la main à la plume à la personne plutôt que de commencer à le faire rentrer dans tout un tas de cases? Et t'as une deuxième question ouverte que j'adore. Et en fait, après, présentez-vous, donc ça continue, les gens disent leur blabla, toi aussi. Et là, ils te regardent et du coup, ton candidat ou ta candidate, tu lui dis et pourquoi vous et pas un autre? Alors, vas-y, dis-moi en plus. Imparable. Imparable, parce qu'en fait, regarde, c'est quoi le recrutement quand tu simplifies? C'est t'as un job, t'as un besoin et t'as plusieurs personnes qui veulent ce besoin. Toi, la question que tu te poses, c'est quoi? Pourquoi cette personne et pas un autre? Et donc, plutôt que de créer des trucs alambiqués, faut aller droit au but. Et donc, du coup, tu lui dis pourquoi vous et pas un autre? Et si tu poses ça aux 10 personnes, à la fin, tu sauras pourquoi la personne n'est pas un autre. En fait, ils auraient répondu à ça. Et du coup, ils sauront. Donc, il n'y a rien de plus efficace qu'une question qui, juste, fait le taf qu'on a besoin. Pourquoi vous et pas un autre? Tu sais à quoi ça me fait penser? J'ai beaucoup parlé de Beurre, mais en même temps, c'est une boîte que j'aime beaucoup. Enfin, je veux dire, c'est une culture. Enfin, ça a fait ses preuves, quoi. Et ils ont, je sais pas si c'est honnêtement un mythe ou pas, mais il y a la question qui arrivait à la fin de chaque entretien, c'est Are you an asshole? Ou en gros, Attends, je peux faire une pause, je me la note. Tu dis c'est Are you an asshole? Est-ce que t'es un bâtard en fait? Tu dirais ça? Ok, est-ce que t'es un bâtard? Je me la note. Est-ce que t'es un bâtard? Et évidemment, c'est hyper déroutant, mais je pense qu'à un moment donné, c'est quand même pas le monde des bisounours, le monde des startups, il est plus que déroutant. Donc si déjà la personne est déroutée par ça, ça va quand même être compliqué après. Et évidemment qu'à partir du moment où tu as quelqu'un qui a un petit peu les couilles de répondre oui, je suis un bâtard, tu sais que c'est quelqu'un qui est un player. Bien sûr, il assume. Enfin, genre, tout le monde n'est pas parfait. Et typiquement, les players sont plus que parfaits. Et plus que parfait, c'est savoir que du coup, tu as des failles. Et du coup, typiquement, si ta faille, c'est être un asshole, c'est bon, quoi, ça va. Enfin, je préfère ça que des gens qui, j'en sais rien, sont pas capables de parler en public, quoi. Enfin, waouh, t'es empathique, génial. Ça sert à quoi l'empathie au travail? Ça sert à rien. Alors qu'être un asshole, du coup, ça te rend plus performant. Ça te fait atteindre tes objectifs. Les gens qui arrivent au sommet, ils le font pas en plantant des carottes. Hein. Bien sûr. La guerre des talents, on l'a déjà dit. Hein. La guerre des talents. Et dans la guerre, du coup, faut être un asshole.
Ouais. Et du coup, tu vois, l'entretien, et je pense, après, je pense qu'on est bon là-dessus, mais la troisième pour moi, sur laquelle je close, et elle peut paraître bizarre parce que tu vois, elle fait moins un player. Mais en fait, c'est pour. Enfin, moi, je suis pas psychologue de formation, mais du coup, je sais que ça marche. L'épreuve, c'est du coup, moi, mon expérience, clairement, et ça suffit, pas besoin d'aller par une preuve scientifique. C'est quel est votre animal totem? Et celle-là, tu vois, elle marche tout le temps. Et donc, du coup, je te la pose à toi. Quel est ton animal totem? Bah, elle est charmante cette Je question. t'analyserai juste après, attention. Ouais, non, Attention. Ouais, mais vu que tu veux pas me recruter, ça va. Mais moi, j'aime bien le hibou. Je sais même pas d'où ça vient, mais là, c'est un hibou, c'est un animal que je trouve sympa. Tu me diras ce que ça donne après. Hein. Enfin, tu me diras si tu me recruterais ou pas. Je serais très malheureux si tu me recrutes pas. Mais j'aime bien cette question parce que. C'est vrai qu'on a été un peu dur depuis tout à l'heure. On parle de la guerre parce que c'est un peu la vraie vie et tout. Et à un moment donné, c'est quand même des gens avec qui tu vas faire la fête, quoi. Bien sûr, et c'est sur de l'imaginaire là, tu vois. Et du coup, je sais pas, demain, tu pourras même te dire, bah tiens, t'aimes bien le hibou, je me souviens, il y a 6 mois l'entretien, tu me l'as dit, et paf. Et alors, le hibou, ça dit quoi? Je pense que tu fais dans le. Tu vois, genre, moi j'ai tiré les réponses. Je sais pas si tu connais un peu, genre dans les jeux vidéo ou dans les échecs ou quoi, t'as des tiers. Donc du coup, t'as tiers 1, tiers 1 c'est les meilleurs, tiers 2, tiers 3, et t'as du coup. Je sais pas où est-ce qu'il va le hibou, j'aurais dû le dire hibou, Lyon. c'est du tiers 5 ou tiers 6. En gros, c'est une des pires réponses que tu puisses faire. Donc tu me prends pas. Pourquoi le hibou, tu sais ce qu'il fait le jour? Vas-y. Bah, le jour, un hibou, ça fait quoi? Ça dort. Bah voilà. Ouais, c'est un truc Et ton business fait quoi le jour? Bon, je suis un hibou de Singapour. De 1, mauvaise réponse. De 2, le mot, parce que du coup, il y a une question phonétique aussi dans les choses, tu vois. Hibou. Ça t'inspire quoi? Hibou. Moi, ça me fait rire, mais j'ai l'impression que tu vas pas me recruter avec ça. Tu vois, et le business, c'est un truc pour faire rire ou pas? Oui, non, bien sûr. Bah non, ça marche pas non plus. Donc du coup, ça marche pas. Et tu vois, genre, hibou, en plus, je sais pas, hibou, c'est moi j'ai l'impression, genre, l'eau hibou à 100 degrés, tu vois, genre, il y a rien, tu vois, il y a rien qui va dans hibou. Et puis là, t'as déjà vu un hibou à quoi ça ressemblait? Enfin, vraiment, en termes de look. Et comme tu sais, bah, tu vois, genre, imagine un consultant qui a un look de hibou. Moi, hibou, tu sais ce que j'imagine? J'imagine les sourcils des gens qui ont les sourcils recourbés. J'imagine ça en hibou. Ouais. Et comme du coup, le faciès en dit beaucoup sur les gens. Truc de cinquantenaire. Le hibou est terrible. Bon, vous l'avez compris, je me ferai pas recruter chez Léo, mais bon, il aime bien, et qui aime bien châtie bien, il est dur, mais c'est pour mon bien, Léo. Écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Léo, on est pas mal. Donc on l'a compris, globalement, les mots-clés les plus importants, et oui, ça vient secouer, ça vient mettre des coups de pied dans la fourmilière, mais c'est aussi un peu ça, ce podcast. Rappelez-vous que le recrutement, c'est pas un métier. Le recrutement, c'est avant tout une question de feeling, une question presque un talent que vous pouvez affiner, mais dans ce cas-là, il faut que vous fassiez confiance à vous, il faut arrêter avec les bêtises d'objectivité, de subjectivité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, rappelez-vous qu'on est dans une guerre des talents. Donc à la fin, c'est une question de volume, une question de pugnacité. Faut arrêter avec un peu les niaiseries de tous les trucs qui, on l'a dit, font vendre des slides et des jours hommes. Donc c'est un peu ça. Et quelque part, moi je te laisserai le mot de la fin, mais ce que je comprends, c'est que tout le temps que tu passes à réfléchir, à essayer de gnognoter le truc, c'est du temps que tu passes pas sur le terrain à trouver les bons, quoi. Ah bah bien sûr. Donc qu'est-ce que tu donnerais toi comme mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être chamboulés alors, parce que c'est un mode de pensée très différent que tu proposes là. Bah c'est l'opposé de ce qu'on nous dit depuis 4-5 ans, tu vois. Des acteurs qui arrivent et qui nous disent qu'il faut faire différemment, en fait, non. Et tu vois, c'est un peu on a toujours fait comme ça. Prends 10 ans en arrière, avant LinkedIn et les influenceurs LinkedIn. On parlait pas de tout ça, on faisait. Aujourd'hui, on parle plus qu'on fait. Et puis ça marchait bien. Et ça marchait très bien. Enfin, en fait, il n'y a aucune raison. Et tu vois, genre, je sais que c'est une phrase qui fait un peu OK Boomers de dire on a toujours fait comme ça, mais typiquement, sur ce sujet-là, il n'y a rien de mieux que de dire ça. Le recrutement, on en a fait depuis la nuit des temps. Je pense que tu vois, genre, quand t'es homme préhistorique, femme préhistorique, t'avais du coup des gens qui vas-y, j'ai besoin d'aller chasser, il me faut 4 bénévoles. Bah, bouf, tu prenais tes bénévoles et t'y allais. Et du coup, en fait, c'est efficace, c'est facile. Et je trouve qu'on surcomplexifie la chose. On overcomplexify les problèmes, tu vois, en mettant des mots en anglais dans des phrases pour faire joli, comme ce que je viens de faire. Tu vois, ça marche bien. Et du coup, tu te dis, waouh, la personne elle est talentueuse. En fait, non. Et donc, je pense qu'on fait trop compliqué. Comme tu as dit, le recrutement, c'est simple. T'as un besoin, tu évalues les gens de manière active, de manière rapide, tu utilises tes biais parce que c'est extrêmement efficace. En fait, on a un cerveau qui est... En fait, si du coup tu intellectualises les choses et que du coup tu fais confiance aux gens sur LinkedIn, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller contre ton cerveau. Ton cerveau, tu sais le nombre de connexions neuronales que tu as par seconde dans ton cerveau? Je sais pas, j'ai pas le chiffre exact. Là, t'essayes de me vendre des slides là. Tu vois. C'est des milliards de connexions neuronales à la seconde. Et toi, quand tu fais un podcast, t'en as quoi? 3-4? Parce que du coup, c'est écouter et répondre. En gros, tu fais 2 choses dans ton cerveau. 1 milliard contre 2. Voilà. Ok. Tu te laisses aller. Bah écoute, en tout cas Léo, un grand merci d'être venu donc présenter tout ça, et il est peut-être l'heure qu'on fasse tomber le rideau.
Non. J'ai envie de me marrer à tellement de reprises. Bah ouais. Alors, vous êtes arrivés jusque-là. Déjà, félicitations, vous êtes des vrais. on est contents. C'est costaud. Et vous avez senti du malaise, vous avez senti quelque chose qui tournait pas rond, mais vous étiez pas sûr. Et si c'est le cas, c'est qu'on a bien fait notre boulot avec Léo. Si c'est pas le cas, c'est qu'on l'a mal fait et qu'on était un petit peu ridicule, mais c'est pas très grave parce que vous l'avez compris ou pas. Si vous l'avez pas compris, je suis vraiment navré pour vous parce que vous allez pas du tout aimer ce qui se passe après. Mais on a fait un jeu de quoi, une espèce de psychologie inversée, un espèce de truc caricatural, mais pas trop pour qu'on ait le doute. Comment tu le dirais? Parce qu'on a pensé inverse, je le disais. Dire un peu de ce qu'on pensait. C'est dur à faire. Là, je suis en pression ultime là. Ouais, là on va décompresser. Je dis des choses qui sont l'opposé de ce que je dis et je raconte depuis des années. Ça me fait du mal de dire ça. donc là, on va pas refaire un deuxième épisode complet parce qu'il faut pas exagérer. Mais par contre, on a fait exprès de dire des choses qui n'étaient pas des absurdités complètes, mais qui étaient des choses qu'on a entendues. Donc c'est que des choses que Léo et moi, on a entendu une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Vous réécouterez l'épisode, il n'y a rien de ce qu'on a dit qui est une caricature débile. C'est des choses que malheureusement on a entendues, donc qui sont des vraies idées que des vrais gens ont dans la tête. Donc peut-être, c'est moche, mais c'est comme ça. Donc l'idée quand même, c'est de revenir un peu sur les learnings. Donc est-ce que tu peux reprendre depuis le début de manière assez synthétique, hein, parce que comme je te dis, on peut pas refaire un épisode, l'idée dépassée qu'on a joué et la réalité de la bonne pratique qui va derrière, quoi. Yes, avec plaisir. Le vrai Léo maintenant, mesdames, messieurs. Attends, du coup, faut que je me réinverse. Maintenant, le Léo connard est passé, c'est bon. C'est terrible comme truc. Non, mais vraiment, tu vois, on peut prendre tout l'inverse, mais au global, ce qu'il y a, c'est que le monde du recrutement, il a changé, et ça, c'est un fait, tu vois. En effet, avant, le fameux, on a toujours fait comme ça, tu vois, c'est la pire phrase possible. Le j'ai pas de fit, c'est la pire phrase possible. Mais typiquement, aujourd'hui, le recrutement, il a changé, c'est un vrai métier, dans le sens où, en fait, il est de plus en plus complexe. Aujourd'hui, je pense les gens qui nous écoutaient, vous êtes tous en train de faire du recrutement au quotidien. Vous avez on n'a pas menti sur la guerre des talents. Ah, la guerre des talents, mais par contre, on n'est pas obligé de partir à la guerre soi-même. Exactement. Et du coup, typiquement, tu vois, si tu veux gagner la guerre des talents, il faut la comprendre, cette guerre des talents. Or, du coup, les gens, c'est ce qu'ils font pas. Et aujourd'hui, quand tu es recruteur, tu fais à la fois du marketing, tu fais des sales, tu fais du copywriting, tu fais de la data. Tu dois déjà connaître les bases du recrutement. Tu dois aussi connaître le droit, parce que typiquement, les RGPD, si tu la respectes pas, du coup, tu peux facile. Je sais plus quelle boîte l'autre jour, là, il vient d'avoir justement une amende il y a pas longtemps, parce qu'ils avaient, je sais plus combien de millions tu payes quand tu fais une amende à la RGPD. Du coup, non, le recrutement, c'est un vrai métier. Clairement, il faut être formé. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé là-dedans. C'est parce qu'avec Elise, on a fait ce constat que la plupart des gens le pratiquent comme ce qu'on vient de dire pendant tout l'épisode. Il y a beaucoup de gens en fait qui font n'importe quoi parce qu'ils pensent qu'ils savent le faire, ou parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire, ou parce que mais la raison de ton choix. Et du coup, avec Elise, on s'est dit faut qu'on forme les gens. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cet écart entre ce que les candidats ont besoin en termes d'accompagnement et ce qu'on fait en tant qu'entreprise. Tu vois, genre les annonces, beaucoup sont très moches, sont pas agréables, donnent pas envie. L'évaluation, souvent, elle est beaucoup faite à l'instinct, elle est beaucoup faite au feeling, alors que typiquement, il y a rien de pire. Et tu vois, on parlait de diversité. Enfin, aujourd'hui, c'est un de mes sujets en plus de cœur, et ça m'a fait vraiment du mal. C'était dur. On a serré les dents sur le chapitre diversité. Mais du coup, tu vois, typiquement aujourd'hui, plus du coup tu utilises de fit et d'instinct, plus t'es discriminant, et plus du coup tu vas prendre des gens en fait qui te ressemblent. Et nous, tu as des armées de clones. Et là, tu vois, typiquement, quand tu regardes certaines boîtes, les gens sont tous les mêmes. Ils ont les mêmes parcours, les mêmes écoles, la même couleur de peau, la même orientation sexuelle. C'est pas intéressant en fait. Et donc, typiquement, tu vois, genre, donc sur tes annonces, faut que tu les fasses au top, et faut que c'est vraiment un métier de copywriting, de donner envie, d'avoir envie de les faire, d'écriture. La préparation, tu en as parlé au début. Alors évidemment qu'il faut se préparer. Alors peut-être que les 4 heures sur 6 de Lincoln, c'est un poil trop, mais il faut vraiment passer du temps à comprendre le besoin. Le gros problème de beaucoup de boîtes, c'est qu'elles se lancent dans l'arène sans savoir vraiment ce qu'elles veulent. Alors que non, c'est pourquoi tu recrutes, c'est quoi le contexte, c'est quoi ton profil idéal, qu'est-ce que tu es OK à faire comme concession pour avoir non pas ton bouton à 5 pattes, mais à 4, voire à 3, et du coup à 3 pattes, et tu le formes pour qu'il arrive à 4. En fait, il y a plein de manières de changer ça, donc il faut se préparer à fond, faire des annonces qui sont au top. Le sourcing, la personnalisation bordel, même si c'est un hashtag qui a 5 ans, il faut le faire. Aujourd'hui, tu vois, en fait, le problème, c'est que les candidats en fait, en ont tellement marre justement des messages personnalisés, enfin non personnalisés, des messages bateaux, des templates pétés, que si demain t'arrives en tant que recruteur et que tu fais un message qui est méga personnalisé, tu tapes dans le mille. Je fais une petite incise. Ouais. On a cité les copains de l'Emlist et le growth marketing, etc. Le growth hacking tel qu'on l'a imaginé, le truc de gros bourrin où tu scrapes des bases de données entières, où tu as la CNIL derrière après, etc.
je sais pas si ça a 100% marché pendant un petit moment, mais deux, c'est archi-mort. Enfin, c'est-à-dire, vous prenez du temps avec des vrais bons grosses marketeurs. C'est des gens qui comprennent à fond et qui personnalisent Qu'on la psychologie derrière. On fait absolument pas du volume où t'envoies à 10 000 personnes par jour et tu regardes ce qui tombe. Personne fait ça. En revanche, tu peux quand même automatiser au maximum. Tu peux automatiser. Il y a des tools qui existent qui peuvent te faciliter la vie. Tu vois, là-dessus, moi, ce que je préfère, ça s'appelle HireSuite, où en gros, du coup, c'est pseudo-personnalisé. Tu vois, genre, tu vas faire des campagnes et du coup, tu peux les faire soit manuelles, soit automatiques en fonction des étapes. Donc, tu vois, étape 1, c'est un message LinkedIn personnalisé à la main. Donc du coup tu fais ton truc et il te dit quoi faire. Genre étape 1 c'est ça. Ensuite étape 2 ça va être une relance. Et la relance par contre elle est automatisable parce que c'est une relance donc t'as pas besoin de faire un truc personnalisé. À étape 3 si tu veux faire un truc, en fait tu peux si tu veux décider à chaque étape si tu veux ou pas être dans la personnalisation ou alors faire un truc bête tu vois. Mais une invitation LinkedIn, si tu peux avoir un outil qui à la main t'invite la personne à qui t'as déjà envoyé un email, là c'est un gain de temps tu vois. Il n'y a pas besoin de le faire à la main. Au contraire c'est une perte de temps. Donc l'automatisation et la machine est utile pour le recruteur si et seulement si tu respectes l'humain derrière. Or souvent, les gens ils pensent que c'est des arnaques CPF, tu vois, et genre juste ils balancent ton truc en mode hey bonjour, vous voulez un job chez nous, vous savez que vous avez non ça marche plus ça. Alors je suis sûr que c'est le moment où les gens ont commencé à cramer qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce qu'ils sont surtout les gens qui te connaissent bien. Donc on a toujours fait comme ça, c'est évidemment une phrase que Léo déteste et à laquelle je suis voilà, je vais être derrière Léo. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. On l'a oublié, je crois. Non, t'en as parlé, parlé. Quand il y a un doute, il y a pas de doute. Elle est mortelle cette phrase. Je sais que j'ai lu pire phrase 2022 du recrutement. Selon pour le coup un panel au choix, mais c'était vraiment, enfin, il y a rien de pire que ça en fait, parce que quand il y a un doute, ça veut dire que soit ton besoin a été mal compris, soit ton évaluation a été défaillante, soit du coup tu t'es fait avoir par quelqu'un d'autre qui du coup t'a créé un biais en te disant mince, si mon boss pense que cette personne n'est pas bonne, c'est forcément qu'elle est pas bonne, même si toi tu penses que c'est la meilleure candidate que t'as vue de ta vie. Et donc typiquement c'est une des pires phrases. Quand il y a un doute, tu bats ton doute en fait. Et donc ok, peut-être que le besoin n'était pas bon, peut-être que mon évaluation n'était pas la bonne, donc je vais réévaluer via un nouveau round, ou peut-être que du coup je vais dire à mon boss arrête de me créer des biais en pensant que parce que la personne fait du sport à haut niveau, c'est une personne qui est efficace. Ouais, et puis quand tu joues correctement avec des scorecards, avec des choses qui sont un peu standardisées, c'est ton métier, pas le mien, mais tu ne te retrouves pas dans une situation de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Tu regardes des candidats, des candidates et factuel, tu vois. En fait, tu compares. Factuel à hauteur de. Là, c'est mon côté science molle de psycho qui veut dire que c'est factuel moyen, mais on va dire que c'est mieux. C'est moins faux. Exactement. C'est moins biaisé, moins faux. Ouais. Donc, présentez-vous quoi, qui te donne rien du coup comme info quoi. Et du coup, j'ai pas le fit. Est-ce qu'on a vraiment. Un peu, allez, fais-toi plaisir. T'as souffert pendant une petite demi-heure, là, lâche-toi. En vrai, c'était drôle à faire. C'était un peu drôle. C'est le pire truc. En fait, le fit, j'ai pas de fit, ça veut dire je préfère discriminer, je suis OK avec ça. C'est la traduction de j'ai pas de fit. Ou c'est j'ai une boîte de clones et ça ne me dérange pas. En fait, ça veut dire quoi le fit? Si quelqu'un sait me définir ce que c'est un fit. Et on est d'accord que le fit, c'est différent du culture fit. Qui même le culture fit, pour moi. Et aujourd'hui, il y a galvaudé, déjà. Tu vois. En fait, aujourd'hui, tu as un terme que je préfère employer, c'est le culture ad. En gros, si tu veux, ton culture fit, c'est est-ce que la personne est comme moi et est-ce que du coup, elle va être comme moi dans l'entreprise. Ton culture ad, c'est cette personne-là est différente. Est-ce qu'elle va ajouter des choses à ma boîte? Parce que tu peux être différent et faire du mal. Mais si tu es trop loin du fit ou que tu ne peux pas avoir l'intelligence émotionnelle de t'intégrer... protéger la personne que tu peux lui dire non éventuellement. Okay. Mais ça doit être jamais dans l'autre sens. Souvent les gens utilisent le culture fit pour se protéger eux. Ça doit uniquement être utilisé pour protéger les autres, pour protéger les candidats. Typiquement si tu sais que, je sais pas, tu recrutes dans une équipe finance. J'ai rien contre les gens dans l'équipe finance, mais tu recrutes un comptable. Moi-même un très bon ami financier. Un très bon ami financier qui est CFO que je salue. Typiquement, tu vois, si tu sais que ton CFO, c'est pas forcément la personne la plus empathique du monde et que tu as un comptable qui est méga empathique, pour le protéger, tu peux dire qu'en effet le problème c'est du culture fit avec son CFO pardon. Là ça marche, tu vois. Et du coup c'est vrai que le culture ad est mieux parce que du coup tu te dis ouais chouette, quelqu'un qui est différent, il va aider ma culture et en fait tu vas étendre ta zone de confort de ta culture. Et c'est là où du coup c'est génial ce terme de culture ad, tu ajoutes quelqu'un de différent à ta boîte et c'est là où tu vois la diversité et l'inclusion a tout son sens parce que du coup plus tu prends des gens qui sont différents, plus du coup tu as du culture ad, plus ta boîte elle est différente avec des gens qui du coup vont améliorer ta créativité, améliorer ta productivité et du coup vont donner envie à encore plus de gens différents de te rejoindre. Donc la diversité genre ça devrait être même le cœur de ta stratégie de recrutement. Je vous renvoie à l'excellent épisode qu'on a enregistré avec Pauline Bergeret, anciennement d'Algolia, sur les sujets diversité et inclusion, où elle a réussi le truc qui m'a... Enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est hallucinant comment elle a réussi à synthétiser beaucoup de choses sur diversité et inclusion en une heure. Donc, t'as celui d'Alison aussi qui était pas mal, je crois. Ouais, Alison Eastaway sur les compétences et tout ça. Enfin, bref, des bêtes d'épisodes, écoutez-les. Alors, dans les bêtises qu'on a racontées, non, la minimum viable job offer, ça me fait rigoler dans le jargon de start-up, mais c'est une bêtise, faut pas faire ça.
ça. Move fast, break things, non, faut pas faire ça non plus. C'est bien d'aller vite un peu, mais faut pas casser des choses, surtout pas quand les choses c'est des gens. Pitié, faites pas ça, je suis psychologue. Cassez pas des gens. Et donc oui, je pense qu'on peut emprunter beaucoup de choses au growth qui est bien fait dans le recrutement, parce qu'en fait, attirer des clients de manière respectueuse, c'est-à-dire en ayant une très bonne offre, en ayant l'intelligence émotionnelle et l'empathie de les comprendre pour essayer de leur présenter plutôt que d'essayer d'être un vendeur de tapis, etc. Bah ça, oui, ça marche dans le recrutement. Et ça sera pas une job offer en disant recherche comptable 40 ans, quoi. Ça sera quelque chose comme une belle landing page qui est bien faite. Oui, Welcome to the Jungle, ça a pas été un beau succès par hasard non plus, etc., quoi. Bien sûr. Et est-ce que tu as toujours un truc, c'est que tu prends le growth par exemple aujourd'hui, utilisé un peu à toutes les sauces. Je sais pas si tu regardes, mais en fait on essaie d'appliquer le growth à tous les métiers. Or tu peux appliquer une partie du growth à tous les métiers. Et le piège, c'est que les gens veulent tout appliquer. Typiquement, si tu prends tout le growth et tu fais du recrutement comme tu fais du growth, tu perds tous tes candidats, parce que du coup tu n'as aucune humanité quasiment dans ton growth. S'il est vraiment fait tel quel, où tu vas très vite, tu as plein de gens et ton but c'est juste de faire de la thune. Le recrutement, c'est pas forcément que ça, tu vois. Évidemment là je suis un peu exagéré, mais tu vois le growth comme je te dirais qu'effectivement ça c'est le growth hacking, avec le côté t'es un gros bourrin et tu t'en fous, tu vas aller le plus vite possible aux millions d'ARR, etc. Et on en revient énormément. Là tu prends des grosses marketeurs, ils vont avoir une empathie client pour essayer de comprendre. Si tu fais du vrai growth, du coup là tu peux prendre ce qu'il y a de bien. Mais c'est comme tu as les sales, tu peux un sales potentiellement. Tu peux être un vendeur de tapis ou la personne qui te connaît aussi bien que ton psy, quoi. Exactement. Et donc là du coup tu vois, c'est là où du coup tu peux prendre une partie seulement des choses et les appliquer. Et tu vois, c'est toute la conception qu'on avait avec Ellie sur le bootcamp, c'est on se dit en fait tu sors pas après en sachant faire du copywriting ou en sachant faire des sales. Non, par contre tu sais comment appliquer des choses intéressantes, des concepts et des théories intéressantes d'une discipline annexe, et tu l'amènes en recrutement. Ça sert à rien de tout savoir en growth pour appliquer ça en recrutement. Pareil pour la psychologie, tu vois, genre quand on dit qu'on apporte des notions de psychologie, genre j'ai rien d'un psychologue, genre ça serait mentir de dire je te forme à la psychologie. En revanche, tu vois, expliquer par exemple le process com et dire comment est-ce que c'est utile en entretien. Oui, comment ça doit être une source fiable et à 100%. Non, absolument pas, parce qu'il n'y a aucune source à 100%. En revanche, dire si tu sais ça et que tu l'utilises un peu et via la pratique, tu sauras mieux comprendre et tes collègues et tes candidats. Alors, dans les autres bêtises qu'on a racontées, le mouton à 5 pattes, non, vous n'allez pas chercher Michael Jordan, please, ne faites pas ça, pour plein de raisons. Je pense que tu en parleras mieux que moi. Même mathématiquement parlant, en fait. Déjà, tu n'y arriveras pas, tu le trouveras pas, pourquoi toi? Et puis, en plus de ça, alors je sais pas toi comment tu vois les choses, mais c'est très trompeur de penser qu'on sait soi-même exactement ce qu'on veut. On connaît son besoin, clairement, mais pas forcément la solution. Clairement. Et c'est là où tu vois des bons recruteurs ou recruteuses, soit internes, soit tes salariés, soit externes, quand tu as du coup des caps qui t'accompagnent. C'est la base de tout recrutement. Tu peux pas commencer un recrutement sans brief, sans kick-off qui soit efficace. Et typiquement, le mouton à 5 pattes, il arrive quand le brief est inefficace. Parce que quand il a 5 couches, quand tu demandes à un tel, une telle, ça serait bien de faire du sport aussi. Et du coup, à la fin, tu as un truc avec genre il faut 14 hard skills et 18 soft skills. Alors c'est pareil, évidemment, les soft skills, c'est extrêmement. On a dit que c'était. Oui, que c'était de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est même plus important, je pense, que les hard skills aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu peux tout apprendre. C'est beaucoup plus facile d'apprendre des hard skills à quelqu'un qui a des bonnes soft skills que l'inverse. Apprendre la curiosité à quelqu'un. Ouais, super dur. Ok, qu'est-ce que je regarde, je relis un peu ce qu'on a dit. Le côté mystère et engagement. Léo, c'était mortel. Ça t'a plu? C'était super. On aurait presque dit un amour, gloire et beauté, tu sais. Mystère et engagement, c'est mots qui font rêver. Ouais, exactement. Le mystère, non, absolument pas. En fait, tu peux pas que tu crées du mystère, il faut que tu crées la curiosité. Et c'est différent. Typiquement, si tu dis on est telle boîte, on fait tel produit, en revanche, tu vois, on va faire telle chose, mais je t'en parlerai plus lors d'un call. Ok, t'as déjà dit une partie, en fait, tu débloques une partie des choses et tu crées la curiosité sur le reste. L'engagement, c'est pareil. En fait, ton call to action, donc c'est ce qu'on dit, c'est le dernier message, la dernière ligne d'un message quand tu fais du sourcing, il doit être le plus simple possible et le moins engageant possible, pas le plus engageant possible. Typiquement, tu vois, le plus efficace, c'est est-ce que tu aurais 10 minutes dans la semaine pour en parler au téléphone? Oui, ça t'engage à rien. Tu te dis 10 minutes, bon, ça va, c'est rien. Téléphone, bon, c'est bon, il n'y a pas de visio, j'ai pas besoin d'être présentable, je peux le faire depuis le bord de ma plage, tu vois. En fait, tu n'as aucun engagement. Alors qu'en effet, demander un CV, demander des prises de rêve, tu as des gens qui envoient des prises de rêve dès le message d'approche. Ça m'est arrivé de te dire, genre, j'ai besoin de vos managers, je connais pas la personne, je connais pas le job, je connaissais rien du tout, donne-moi des prises de rêve. T'es là, genre, mais non. Alors évidemment, toutes les bêtises que j'ai racontées sur Tinder, c'est aussi des bêtises. Hein. C'est pour l'anecdote, on a préparé donc avec Léo et on disait, c'est là où je lui ai dit, mais c'est un truc de pick-up artiste ce que tu me racontes, les trucs de l'horreur là de Tinder. Et oui, le côté où on se ghost sur Tinder, on se respecte pas, où on fait de toute façon next, c'est cauchemardesque. C'est une réalité de ce qui se passe, mais faut pas faire ça ni sur le Black Mirror. Faut faire ça ni sur Tinder, ni dans le recrutement.
Ensuite, le côté demander un engagement de malade parce que à un moment donné, dans les boulots, on bosse, mentalité de hustler. Oui, bon, si vous voulez être abonné au burn-out, faites ça, évidemment. Mais c'est pas vrai. Il faudrait renouveler les équipes très souvent, quoi. Ouais, évidemment. Autre point. Non, j'aime pas Uber. C'est une sale boîte, c'est une culture. Ça a fait des beaux trucs, mais c'est une culture de l'horreur, quoi. Uber, c'est une culture archi toxique. Donc, non, je suis fan ni du. Je trouve ça intéressant, évidemment, mais c'est plutôt un signal de culture toxique. Sur Uber, on en parlait dans la prépa, mais t'as l'excellent livre, ils ont fait en série qui est Super Pumped. Et du coup, t'apprends en fait. Pour moi, si tu veux me dire que c'est la même conclusion. Ma conclusion du livre, c'était en fait Uber, c'est des génies commerciaux et stratégie. Genre, ils ont réussi à faire un truc que peu de boîtes ont réussi à faire. En tout cas au début, aujourd'hui ils en reviennent parce que ça marche plus trop, mais genre en termes de comment est-ce que tu infiltres des marchés, comment est-ce que du coup tu fais bouger les choses. Ah non, il y a du talent, il y a pas de problème. Côté commerciaux, c'est incroyable. En revanche, côté culture, ça doit être la pire culture quasiment que tu puisses trouver en entreprise. Quand tu sais qu'ils font des séminaires à Vegas où ils claquent des millions et des millions pour tout le monde, du coup moi j'ai pas vu la série, j'ai lu que le livre. Il y a ça aussi, le harcèlement sexuel à tous les étages, la discrimination de partout, les femmes qui peuvent pas rester. Il y a rien qui va chez Uber en termes de culture. Mais ce livre du coup est trop bien, super. Ouais, carrément. Donc voilà, l'évaluation, oui, les process qui permettent de limiter les biais, c'est quand même beaucoup mieux que l'intuition. Non, t'es pas un ami de l'intuition, je pense, non, moi non plus. Comment tu dirais on va essayer d'être nuancé là pour le coup. Typiquement, les biais et l'intuition, s'il n'y a rien de plus dangereux, parce que justement, tu vas te baser sur des choses qui vont être discriminantes forcément. Et en fait, tu peux pas être objectif à l'entretien si tu utilises du coup tes biais et ton intuition. D'où l'intérêt d'entretien structuré, qui fait que du coup, tu t'imposes un cadre, qui fait que du coup, ça t'évite uniquement d'analyser via on a fait la même école, c'est chouette. Ah, toi aussi, tu viens de New York, trop bien. Je pense que personne dit cette phrase d'ailleurs. Toi aussi, tu viens de New York, trop bien. Ouais, incroyable. À la limite, toi aussi, tu viens, je sais pas, de Montpellier, trop bien, c'est cool, mais genre New York, ça dit pas ça. Je suis né à New York, c'est pour ça que je dis ça. Je vois contre les gens qui viennent de New York. C'est une très belle ville, il y a un très beau donjon à visiter au centre-ville. J'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, l'intuition, il y a rien de pire parce que du coup, typiquement, en fait, ça te fait des raccourcis de pensée. Ouais. Et du coup, tu prends des décisions qui sont uniquement basées sur de la discrimination. Et du coup, à la fin, en fait, tu recrutes des clones et donc ça ne fonctionne pas. Et je pense que, en fait, ça dépend de ce que tu appelles l'intuition. Il y a des gens qui vont te dire que l'intuition, si c'est un ensemble de conclusions que tu tires d'expériences passées qui te permettent de dire qu'il y a une corrélation entre X et Y, éventuellement. Et genre, je vais vraiment éventuellement, parce que cette approche-là de l'intuition, c'est, je sais pas, dans le passé, par exemple, les gens qui étaient trop attirés par l'argent sont partis au bout de 6 mois. Là, ça fait sens, tu vois, tu peux dire que l'intuition te sert. Mais si c'est l'intuition en mode... Je ne sais pas dire, j'ai pas le fit. Je pense pas qu'il y a un manque de conventionnel quand même. Alors moi, je vais pour le coup, je vais employer ma plus belle casquette de psychologue pour donner un peu de background quand tu parlais des biais. L'intuition, c'est pas universellement un sale truc. L'intuition, c'est un mécanisme qui est assez compliqué, qui est assez peu compris d'un point de vue recherche fondamentale. On sait pas exactement comment ça marche et pourquoi est-ce qu'on s'en méfie dans le recrutement, pas en général, dans le recrutement, parce que les biais. Et tu l'as dit toi-même, vous avez sûrement entendu ça quelques fois, si vous l'avez pas entendu, ça va peut-être vous choquer. Le cerveau, par défaut, est raciste. Parce que en fait, le cerveau essaye d'être en mode automatique le plus possible. C'est ça. Et le mode automatique, c'est ce qui bouffe le moins d'énergie cognitive. Et le mode automatique, il fait des grandes familles et il s'embête pas trop. C'est ce qui fait, par exemple, que c'est plus facile de distinguer les différences de traits, de visage des gens qui ont la même ethnie que soi, que des personnes qui sont d'une ethnie différente. On va dire, ça c'est toute la même couleur de peau, c'est tout pareil. C'est le cerveau qui se simplifie la vie. Que le cerveau se simplifie la vie pour éviter qu'on s'endorme et qu'on ait besoin de dormir 20 heures par jour, très bien. Dans le recrutement, ça craint de fou. Parce qu'effectivement, on va dire, oui, les gens qui n'ont pas confiance en eux, ils sont comme si, les gens de la même école, au moins, ils sont solides. Et ce n'est pas des bonnes manières de recruter. Ce n'est absolument pas une bonne manière de recruter. Chercher, tu sais, t'as sûrement dû voir les implicit bias tests de Harvard. T'as essayé ça ou pas? C'est terrible. Tu choisis. Moi, le jour, je l'ai fait sur l'âge, tu vois, typiquement, et j'ai une forte discrimination vis-à-vis des personnes plus âgées. Ah oui, alors, et ça, c'est terrible. En fait, pour autant, j'ai pas l'impression au quotidien de discriminer, mais en fait, tu te dis qu'en fait, si tes biais décident, ça veut dire que du coup, ton cerveau est câblé comme ça. Et je l'ai fait, tu vois, après, du coup, j'ai fait sur les couleurs de peau, et là, il y a aucun problème des deux côtés, donc j'étais rassuré, tu vois. Mais par contre, je me dis, mince, côté du coup senior, j'ai un discrimination. Du coup, ça me force après à faire attention. Quand j'ai des personnes à qui je parle qui, du coup, sont plus seniors, je me dis que mon cerveau a tendance à faire ça, donc il faut encore plus que je sois structuré dans mon évaluation, parce que sinon implicitement je vais aller vers des personnes qui sont du coup plus jeunes. Et du coup c'est un truc à faire, tu vois, le test, tu tapes implicit bias test, et hyper intéressant. Effectivement, on le mettra dans la description, mais c'est la clé la plus importante, c'est de comprendre que c'est comme ça et qu'on n'est pas plus fort que son cerveau.
Donc par contre, on n'est pas obligé de le suivre à la lettre. C'est ça. On peut dialoguer un peu, faire quelque chose. Exactement. Et enfin, les dernières, présentez-vous Animal Totem. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça là? Tu m'as bien fait rire avec le hibou. C'est pas mal. T'as vu mon analyse improvisée? T'es solide. Faut que je fasse de l'impro peut-être un jour. Non mais typiquement c'est les pires questions. Enfin c'est des questions qui servent à rien. Tu vois, le présentez-vous, il te dit. Enfin en fait il est hyper utile si tu recrutes via les billets. Parce que justement, un présentez-vous, c'est que des billets. Parce que comment tu peux pars à comparer... la chasse aux billets, quoi. Exactement, tu pars à la chasse aux billets. Et dans ce cas-là, si t'es OK avec ça et que ton but c'est recruter des clones, encore une fois, il n'y a aucun problème. Tu vois, des fois, je le dis à des gens, mais si votre truc c'est recruter des gens comme vous, allez-y, continuez à faire ce que vous faites. Si par contre vous voulez peut-être changer votre approche, par contre, il faut différence. Animal Totem, c'est parce que du coup, c'était un truc qu'on demandait. Enfin, je l'ai eu un moment en entretien et j'avais un moment une situation assez drôle où on faisait des entretiens à deux. Déjà, c'est pas forcément bien comme idée, c'est un gâchis de temps d'être deux personnes à interviewer une autre et c'est stressant, bref. Et du coup, la personne à côté de moi, du coup, a posé cette question et du coup, moi j'étais là en poker face, mais du coup, tu viens de casser tout mon entretien en demandant quel était l'animal totem. Et du coup, c'était terrible. La personne était désemparée, a répondu une réponse pétée. Cette réponse, c'était un chien quand même. Et du coup, tu sais, sur le stress, tu prends un truc que tu connais et qui te rassure. Ouais, j'aime bien les chiens. Ça marchait pas. C'est les pires questions. Tu vois, c'est comme les brain teasers. Tu sais, genre, c'était Google pendant un temps qui faisait ces questions-là où il te demandait par exemple quel est le chiffre d'affaires annuel de tous les coiffeurs, salons de coiffure réunis en Ile-de-France. Et le but, c'était juste de voir si y avait des gens qui étaient brillants. Et Google ont arrêté parce qu'ils ont réalisé qu'il n'y avait aucune corrélation entre ces réponses et la performance d'une personne. Alors la corrélation, c'est est-ce qu'il y a des gens qui sont assez tarés pour se poser ces questions-là? Tu vois, moi, c'est des questions que tous les jours je me pose parce que j'ai un cerveau des fois qui aime bien se poser des questions, mais du coup, ça ne va vérifier absolument rien. Et donc, toutes ces questions, elles sont bidons. Et l'autre, c'est quoi? Pourquoi vous et pas un autre? C'est pareil, il y a rien de pire. Elle est horrible. Ça veut dire que du coup, t'es dans la compétition, que t'es dans de la guerre, que t'es dans du Uber, tu vois, typiquement. Ouais. Je pense que Uber pose ces questions-là, tu vois, typiquement. Oui, je sais pas, mais ça me semble possible. Bon, et aucun de nous deux ne déteste les hiboux, je pense. Donc moi, je trouve ça sympa. Je préfère les chouettes aux hiboux. Je trouve que le mot est plus cool parce que du coup, tu fais des jeux de mots. Tu vois, genre c'était chouette, tu mets l'emoji chouette. Voilà. Belle conclusion. Très bien. Ah, ça a été un épisode un peu particulier. On le termine comme ça. Je te propose qu'on passe aux vraies questions de fin d'entretien, mon cher Léo. J'ai pas préparé celle-là par contre. Non, mais c'est pas grave parce que si t'as improvisé aussi vite sur les hiboux, tu pourras répondre vite. Est-ce qu'il y a un livre, un blog ou quelque chose, une ressource que tu proposerais à celles et ceux qui nous écoutent? J'en ai un que j'ai lu récemment et qui est le meilleur livre recrutement, je pense, que j'ai pu lire. Par contre, il est en anglais. C'est OK les livres en anglais ou pas? Bah oui, je pense. Non, mais c'est que des gens qui parlent. Tu vois, si vous savez pas lire l'anglais, peut-être ça sera pas celui-là. Peut-être que je ferai un résumé en français au pire du livre pour les gens. Oui, peut-être qu'il existe. Il y a des chances. Il n'existe pas encore en français. S'appelle The Robot Proof Recruiter. Et du coup, c'est un livre en fait qui a une approche aussi un peu holistique, comme ce que j'essaie d'avoir moi, où il va vraiment tout faire de la préparation jusqu'à même l'onboarding. En gros, ça va jusqu'à plus 3 mois de la personne. Donc, tu couvres toutes les étapes. Et à chaque fois, du coup, c'est que de l'activable. C'est que des choses que la personne a tenté et a essayé et a approuvé. Et il y a plein de liens annexes qu'elle te rajoute à chaque chapitre. Et du coup, genre, j'ai jamais autant appris. En fait, quand tu lis des romans, t'as envie de savoir la suite. C'était le premier business book de ma vie où j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer. Et c'est chaud pour un business book quand tu y penses, tu vois. Ça me l'a fait une deuxième fois avec un autre livre qui est de David Marché, Turn the Ship Around, qui du coup est un livre sur le management par l'intention. Mais c'est la deuxième fois de ma vie et j'en ai lu des business books pourtant. Et ça m'y fait penser parce qu'on en a parlé. Radical Candor, c'est plutôt bien. Comme bouquin. J'ai été mitigé parce que je trouve que typiquement ils auraient pu raccourcir ça méritait pas. Ah non, c'est à l'américaine, c'est long. C'est à l'américaine. Du coup, genre c'est beaucoup d'histoires pour je pense que alors de là à dire que c'était juste faire des études, non, il y a quand même une théorie derrière. Pour autant, je pense que tu vois en 20-25 pages, tu as le gros de la théorie, mais comme beaucoup de business books dans l'absolu. Tu vois, c'est fait pour vendre. Tout à fait. Mais non, vraiment The Robot Proof Recruiter, génialissime comme livre. Ensuite, on a côté tout les RH, recrutement ou pas, est-ce qu'il y a un truc que t'aimes bien en ce moment, que t'aimerais présenter? Tout le outil du coup. Oui, outil, absolument. Je dis tool parce que outil au sens, c'est probablement un SaaS. Déjà oui, parce que un SaaS ou un truc comme ça, on parlait d'automatisation ou de quoi que ce soit d'autre, des trucs qui te facilitent la vie. Est-ce que je peux en choisir deux qui vont ensemble? Fais ce que tu veux. L'autre jour, un truc que j'aime bien, c'est de trouver des choses qui s'intègrent. Et typiquement, un de mes gros pain points que j'ai toujours eu dans ma vie de recruteur, c'était de ne pas avoir un outil qui était à la fois bien sur le sourcing, sur l'évaluation des candidats et sur le après. Donc comment gérer ton vivier, c'est le fameux mot que tout le monde utilise mais que personne n'a d'actif. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, c'est deux outils que j'aime beaucoup qui vont bien ensemble. Donc c'est pour moi l'ATS qui fonctionne le mieux, qui est Team Tyler. T'as plein d'ATS aujourd'hui sur le marché, mais c'est celui pour moi que je pense qui fait le mieux partout. Il ne va pas être excellent et le meilleur dans une catégorie. Par contre, il fait tout
très bien. Et ça, du coup, j'adore des outils qui font tout très bien. C'est un peu le concept de T-shape, tu vois, genre t'es excellent partout. Donc du coup, t'as Tim Tyler qui est très bien, et du coup, je le combine avec HireSuite, qui est un outil qui est très malin parce que du Celui coup, dont tu parlais tout à l'heure. que je parlais tout à l'heure, et pour le coup, j'en parlais en bien, je crois. Je sais plus ce que Tu j'ai dit sur parlais en bien. HireSuite, je me souviens plus. Et du coup, tu vois, HireSuite, il fait deux choses. Il t'aide pour le sourcing. Ah oui, j'en parlais pour le sourcing. Il t'aide pour le sourcing et il t'aide pour ce qu'on appelle la rediscovery. Donc c'est en gros un candidat passé que avant même d'aller chasser des candidats que tu connais pas, va voir dans ton vivier ce que tu connais. Et du coup, en gros, tu as un workflow qui fonctionne où tu as HireSuite pour la chasse, Tim Tyler pour tes candidats actifs, et quand tes candidats ont fini leur passage par Tim Tyler, que tu as fini ton process, tu les rebalances sur HireSuite avant peut-être dans 6 mois, 1 an ou 2 ans de revenir dans Tim Tyler. Et donc tu vois, c'est deux outils qui marchent super bien. La combinaison de HireSuite et Tim Tyler aujourd'hui, c'est ouf. Et je pense que c'est le meilleur combo qui m'a fait gagner du temps et qui m'a fait apprécier mon métier de recruteur. Mortel, merci pour le partage. La dernière, la question, tu en es toi-même issu, donc je sais pas si tu as une réponse à celle-là, mais en tout cas tu la connais. Tu sais qu'on aime les passages de flambeau, on aime et plus encore que le passage de flambeau, moi j'aime bien cette idée qu'on puisse utiliser ce podcast pour faire une mise en lumière de quelqu'un, de dire publiquement, toi j'aime bien ce que tu fais, c'est inspirant ce que tu fais. Donc il y a 2 personnes qui ont dit on veut du Léo Bernard dans cet épisode, et donc voilà, vous l'avez maintenant. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans ce podcast, ou si c'est quelqu'un qui est déjà passé, à qui tu as envie de faire un petit SO, je sais bien ce que tu fais, quoi. Tellement de gens. C'était Constance et Laura de Miracle de mémoire. Absolument, on les salue. Du coup, merci Constance, merci Laura. En plus, on parlait ce matin avec Laura parce qu'il y avait l'autre jour un sourcing game qui était organisé. Tu connais les sourcing games ou pas? Non. Bref, je pars sur une parenthèse, mais en gros, c'est des jeux quand t'aimes bien sourcer. Du coup, tu vas pouvoir, t'as des trucs tu vas chercher la bonne personne via une méthode un peu alternative. T'as sourcing game sur Google. Okay. Et t'as un mec qui s'appelle Yann Tegze. Pour le coup, il pourrait pas venir sur le podcast parce que du coup, il parle pas français. Ouais. Mais ça aurait été lui sinon parce que ce qui a inventé est juste brillant. Mais non, je pense une personne à recommander. Récemment, la personne qui m'a fait un wow effect. Ah, j'en ai 2. Tu peux en dire 2 ou pas? Vas-y. La première, du coup, elle s'appelle Louise Mouton. Elle est chez. Elle n'est pas passée. Elle est pas passée. Chez Git Guardian. Donc Git Guardian, c'est une boîte très tech, très sur la sécurité, sur la gestion des secrets. Ça en dit long. Et je pense que c'est une des recruteuses qui, en rapport de son background et son niveau d'expérience, est dingue dans ce qu'elle fait. Donc si tu veux, la méthode moderne de faire du recrutement, tu peux contacter Louise Mouton. Et la deuxième personne, on est aussi sur du recrutement, mais c'est mon kiff un peu plus que des RH. C'est Morgane Conrad. Je ne sais pas si tu connais. Non, elle n'est pas passée. Morgane Conrad qui travaille chez Folk, qui est du coup un CRM qui s'est lancé il n'y a pas très longtemps. Et Morgane Conrad, c'est une des meilleures personnes que je connaisse en sourcing. Et en même temps, qui est très forte sur le recrutement. Et en même temps, qui est forte sur les RH. Elle est un peu, elle est T-shaped, tu vois, genre dans sa mode de fonctionnement. Et Morgane, elle est juste dingue. Et elle a créé, tu vois, un Notion collaboratif. J'aurais pu le citer en ressources, où elle compile tout ce qu'elle sait sur le sourcing en un Notion. Et c'est dingue. Elle est incroyable. Morgane Conrad, du coup, qui est basée à Lyon, mais je pense que tu fais des trucs à distance, donc c'est pas un problème. Donc Louise Mouton, qui est basée à Paris, chez Git Guardian, et Morgane Conrad de chez Folk. Je dis salut aux deux si elles t'écoutent juste là. Ouais. Et j'espère que tu les contacteras. Et vous êtes toutes les deux les bienvenues sur ce podcast. Moi, quand on me recommande des personnes inspirantes par des personnes qui sont inspirantes, et ben je dis oui. Tout ce podcast, c'est quasiment que construit comme ça. Et tu sais ce que j'adore, c'est que ça permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés sans ce contexte-là. Tu vois, typiquement, Louise, elle fait très peu de contenu sur LinkedIn, donc du coup, fait partie de tous ces gens-là, tu vois, qui, contrairement à moi, travaillent vraiment, tu vois, ont un vrai boulot, sont efficaces, et pas les gens qui sont sur LinkedIn toute la journée à faire joli, quoi. Bah écoutez, vous êtes toutes les deux les bienvenues. Léo, un grand merci, un merci particulier de t'être prêté au jeu du Dark Léo et du Dark Alexis, où évidemment on ne pense pas un mot de tout ce qu'on a dit dans la première partie. J'ai hâte de voir les commentaires qui vont dire vous êtes des cinglés, à qui on pourra répondre, peut-être commence à écouter à partir de la minute 44 pour voir ce qui se passe. Et on espère aussi que cet épisode servira, si vous vous surprenez à penser des choses qu'on a dit dans la version Dark Léo et Dark Alexis de la première partie, que peut-être ça vaut le coup ça peut arriver de contacter Léo déjà, de se faire former au T-Shape Recruitment. Et j'ai un trou de mémoire. Léo et Élise. Élise, absolument. Donc toutes les deux. Tous les deux. Et en plus de ça, peut-être ça va être mon message. C'est un message de
de pas être trop dur avec soi-même. On fait des bêtises, c'est des choses qui sont difficiles. Tu l'as dit toi-même, c'est des métiers qui sont compliqués. Les métiers de recruteur, de recruteuse, ça évolue beaucoup. C'est pour ça qu'on peut se former. Et avant d'être ceinture noire, on est tous ceinture quelque chose. Donc si vous vous reconnaissez dans une première partie, pas d'alarme. T'es un petit peu au vitriol, mais c'est surtout un signal de OK, il y a des choses à faire de ce côté-là. Ellie se moque souvent de moi parce que je dis très souvent la phrase c'est OK. Et du coup, si en effet on se reconnaît dans tout ça, c'est OK. C'est OK, ouais. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Et en effet, tu vas apprendre tout ça. Et en fait, moi le premier, là je fais mon malin à dire fais ci, fais ça. Mais typiquement, quand je commence au début en tant que recruteur, tu sais pas utiliser des outils, tu sais pas ce qui est bien ou pas bien, personne va t'apprendre les choses. C'est un des problèmes de ce métier, c'est qu'en fait on n'est pas formé au recrutement très souvent et on est lancé dans le grand bain. Et donc c'est pas grave en effet de faire des choses dont on a mentionné dans la partie. J'ai bien le côté dark quand on était du coup dans le côté obscur de la force. C'est pas grave. Genre là on revient du côté plutôt Obi-Wan que du côté Anakin. Ok, super mot de la fin. Léo, moi je pense que c'est l'heure de sonner la fin de ce podcast et d'un début de week-end pour chacun de nous deux, parce que là qu'on est vendredi soir, alors on enregistre. C'était un plaisir d'enregistrer à tes côtés et puis je te dis à une prochaine. C'était un plaisir partagé, c'est fatigant. C'était trop bien, mais j'ai vraiment apprécié. Merci à toi. À plus. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co.